3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. L'été sera chaud. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est en vacances? Pas tout le monde, pas tout le monde. Ici, il y a une des deux personnes qui est en vacances. Vous devrez découvrir à l'issue de cette vidéo qui est cette personne en vacances. Un indice, c'est pas moi. Seb, comment tu vas depuis ton lieu de villégiature? Moi, je suis au top, j'ai la clim. T'es au top, t'as la clim. Mais le Wi-Fi qui fait peut-être un peu des siennes. On va essayer de mener à bien cette émission numéro 130. Et j'ai ouï dire que ça serait peut-être la dernière émission de la saison. Et bah oui, parce que la saison est terminée, les champions sont déjà nommés, la draft est passée. On arrive ce soir sur la Free Agency. Est-ce qu'il reste un peu d'argent dans les caisses, dans le salary cap des Knicks? On va voir tout ça ensemble. Vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour cet épisode 130, on garde la même formule, les mêmes chroniqueurs. Ouais, on peut nous appeler comme ça si vous voulez. Et on lance le petit jingle pour débriefer ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Est-ce qu'il fait chaud chez eux? Chez nous, oui. Chez eux, on va voir. Allez, c'est parti. Émission 130 à venir this week. Tant mieux. En espérant que le réseau nous suive tout le long de cette émission, on fera peut-être un format plus court que d'habitude, qui sait. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Eh ben oui, parce qu'on a commencé, on va commencer en tout cas cette émission par un moment qui était une habitude pour nous il y a quelques saisons de ça. On commence à en perdre un petit peu l'intérêt. Et pour autant, elle a bien eu lieu. C'est quoi? C'est la grande cérémonie de draft. Et oui, maintenant, 2 journées. Un premier jour pour le premier tour, un deuxième jour pour le second tour. Plus ou moins évident à suivre en direct, suivant les retransmissions. Le second tour, c'était que sur ESPN. Donc on a plus vu certains résultats au petit matin. Des noms, est-ce qu'il y en a eu, intéressants ou pas? On n'était pas concerné par le premier tour. Il a fallu prendre notre mal en patience pour savoir qui Léon Rose allait sélectionner. Eh ben, Cocorico, un nouveau Français. Est-ce que ça a été une surprise pour toi, Seb, lors de cette seconde soirée de draft, dans le second tour? Parce que le premier tour ne nous concernait pas, il n'y a pas eu de trade de la part des Knicks pour essayer de monter dans la draft. Il n'y avait peut-être pas non plus beaucoup de matière pour pouvoir trade. Les Knicks avaient ce pick 50, donc synonyme de quasiment fin de second tour. Le 56 était déjà, on va dire... pris par la patrouille, par la NBA. On se rappelle qu'il y avait une histoire de soi-disant tampering, un fils qui aurait parlé à son père et qui avait été sanctionné par la NBA. Donc les Knicks n'avaient que ce 50e pick. On avait trade le pick du premier tour aux Brooklyn Nets qui ont décidé de faire une sorte de comment dire, union internationale des joueurs en sélectionnant des Français, des Israéliens, des Russes, voilà. Ah, on verra si ils ont bien utilisé leur pick. En tout cas, les Knicks avaient le pick 50 et donc c'est un Mohamed Diawara qui a été sélectionné en provenance de Cholet Basket. Cholet, tiens donc. Alors pour les anciens, on se rappelle des maillots avec le pitch. Pour les moins anciens, on pourra se rappeler que Paco Mdadi a joué aussi là-bas. Donc voilà, une sorte de connexion, de French Connection qui se prépare à New York, au Knicks. Est-ce que Mohamed Diawara aura l'occasion de vraiment briller sous le maillot Orange and Blue? Ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, voilà. Est-ce que c'est une petite surprise pour toi, ce profil? Est-ce que tu avais d'autres noms? Tu pensais, pourquoi pas, voir être appelé? Est-ce que c'est un profil délié qui semble correspondre aux besoins des Knicks? Aux premières réactions sur la sélection de Léon. Bon, déjà, je m'étais intéressé assez tardivement à la draft. Alors, je vais pas faire l'expert, hein, parce que je savais rien du tout là-dessus. Je regardais un petit peu les profils qu'il y avait, notamment surtout au premier tour. Alors, tu vas bien me dire qu'au second tour, je vais essayer l'année prochaine, vraiment il faut que je trouve un moyen d'arriver en tout cas, à avoir des matchs, des gros prospects et tout ça, parce que souvent quand tu arrives à cette période-là, après derrière, il y a beaucoup de noms qui circulent et tu dis, mais c'est qui lui? Mais il joue quoi? Il joue où? C'est quoi ses tendances et tout. Donc l'année prochaine, je vais essayer de... C'est pas évident après à conjuguer tout ça, parce que déjà, il faut qu'on regarde tous les matchs des Knicks. Après tous les lundis, on a cette
dans l'enregistrement de la vidéo qui prend du temps, plus la vie familiale, plus la vie du travail. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps tout ça. Donc pas évident de conjuguer ça. On fait ça de façon très amateur. Hein. On n'est pas des professionnels, donc il faut trouver du temps. Donc, mais je vais quand même essayer de voir ça. Sinon, bah écoute, alors de ce que j'ai pu voir, des vidéos qui ont fuité de Mohamed Diawara, c'est que ça a l'air d'être un bon défenseur, en tout cas dans sa catégorie d'âge. On a pu voir donc des images des compétitions U19 de l'équipe de France, où il a justement joué avec. Ouais, où il a joué. Donc ça avait l'air pas mal, mais maintenant, est-ce que ce gars-là va avoir une place dans la rotation? Cette année, ça me semble peu probable, parce qu'il faut pas oublier que on a quand même d'autres prospects à développer. Hein. Les Dadier, les Maculard, les Hugues Porty, les... Alors sur des postes peut-être différents, le poste d'ailier, on l'a évoqué, et on aura l'occasion d'y revenir quand on va faire la review. Manquait peut-être un peu d'ailier sur le banc, donc à voir, mais Dadier a un an d'avance par rapport à Diawara, effectivement. Donc, bon, en tout cas, voilà. Normalement, il y en a un, c'est un premier tour de draft, et l'autre, c'est un fin de second tour. Donc, enfin, je veux dire, dans une espèce de hiérarchie de développement, à un moment donné, tu as plus cru en un qu'à l'autre. Donc, dans ma logique, tu vas plus te focus sur Dadier que sur Diawara, si tu dois te focus sur quelqu'un. Maintenant, il se dit qu'il retournera en Europe. Ouais. Je pense que ça va faire comme pour Rokas. Yokubaitis, le Lituanien. Il va partir en Europe et puis à un moment donné, loin des yeux, loin du cœur, et puis ça va disparaître. Et puis ses droits, dans 4 ans ou 5 ans, seront échangés, tu sais, pour matcher des salaires ou pour faire des enfin, voilà. Moi, c'est mon avis. Je pense que... Et je dis pas que c'est un mauvais basketteur, je pense loin de là que c'est un mauvais basketteur, mais je pense pas qu'il ait d'avenir au Knicks. Et en tout cas, voilà, pas chez nous. Je pense pas. J'espère me tromper parce que, comme je te dis, de ce que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Mais dans la timeline des Knicks, je vois pas son utilité. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une question de rendez-vous. Est-ce que les Knicks avaient besoin beaucoup de draftés sur cette draft 2025 ? Pas forcément. Il y a eu beaucoup de joueurs draftés ou issus de la QV de draft de l'année dernière et qui ont difficilement trouvé leur place. Alors bon, on pourra dire que c'était la faute du coach. Il est parti de toute façon. Les absents ont toujours tort. On verra si le prochain coach, qui est un autre sujet sur lequel on va venir très vite, aura trouvé une solution pour utiliser les jeunes en présence dans l'effectif. En tout cas, effectivement, Mohamed Diawara avec un pick 50, c'est pas un contrat garanti, ce qui permet un peu plus de flexibilité de la part des Knicks pour éventuellement dégager quelques millions de dollars. Alors, c'est pas les plus gros contrats, hein, les contrats de fin de second tour, mais en tout cas, ça leur donnera cette possibilité. En draftant un joueur de type européen ou international, ça permet aussi de lui laisser du temps pour se développer ailleurs. Et comme tu l'as dit, un petit peu loin des yeux, loin du cœur, il y a peu de chances de le voir en dehors de vraiment une super Summer League de sa part, d'arriver à trouver sa place. Éventuellement se faire inviter au training camp et voilà, et rester au contact de l'équipe première le plus longtemps possible. Mais voilà, peu d'espoir sur lui pour réellement endosser un maillot Knicks en saison régulière, encore moins en playoff. On verra. Son agent, c'est Olivier Mazet. Olivier Mazet, pour ceux qui savent, pour les anciens, peut-être pas tant que ça, mais c'était l'agent de Frank Nilikina. Donc un agent qui connaît très bien le terrain new-yorkais, qui connaît très bien les Knicks. Il est vrai que ce n'était pas Tom Thibodeau, enfin Tom Thibodeau a coaché légèrement en fin de parcours Frankie une année. On se rappelle cette sortie en playoff face aux Hawks, et puis Frankie qui avait été sorti du banc au dernier moment pour essayer de trouver une façon de loquer Trae Young. Ça n'avait pas marché. Voilà, un agent qui connaît très bien l'histoire de la NBA et qui sait que ça peut être un tremplin, mais que c'est compliqué aussi d'y faire sa place. Donc voilà, on aura un œil sur Mohamed Diawara pendant la Summer League de Vegas qui arrive début juillet. Ça va être intéressant puisqu'il y aura un effectif relativement rempli de jeunes, et un autre jeune a été drafté. C'est pas vraiment drafté, ça a été plutôt rajouté, signé pour cette Summer League. C'est Dink Paté
Pâté, je sais pas. En tout cas, pour ceux qui connaissent, et moi, pour le coup, je le connais, et oui, je l'ai pas rencontré, mais je l'ai vu dans la série sur Netflix pour la relance de la division basket de Reebok avec Shaquille O'Neal et Allen Iverson, un joueur qui avait été sélectionné par ces deux légendes de la NBA. Donc il figure dans cette série Netflix. Bon, on verra en tout cas ses qualités de basketteur aussi lors de la Summer League. Un contrat, lui, qui n'est clairement pas garanti. Bon, un joueur américain qui a une certaine forme de hype, qui avait évolué dans l'équipe Ignite de la G-League. Donc chacun se fera son avis aussi en temps et en heure à Vegas sur la possibilité pour Dink Pâté, lui, de se faire une place dans le rooster. Voilà, en tout cas, c'est pas non plus cette saison une grosse cuvée de draft côté Belle athlète, auquel, lui, hein. 2m03, ouais. 2m03, 95 kg. Bel athlète. Beau bébé qui aime plutôt les highlights et le show. Donc voilà, on verra ce que ça donne. L'exposition sur la Summer League de Vegas, c'est un terrain particulier. En tout cas, l'année dernière, il jouait au Mexican Capitans, un truc comme ça. Ouais. 34 matchs en tant que starter. Et il a tourné à 13 points. Il a 2 passes et demi et 7 rebonds. Quand même. Et l'année d'avant, donc avec les In-Night qui ont disparu, bah, il était. Et là, je crois que là, il avait 17 ans, je crois. 16 ou 17 ans. Très jeune. Très jeune. Parce que ouais. Et déjà, il était à plus de 10 points par match. Il était à 12 points pour un vol de balle, 5 passes et 4 rebonds. Ce qui est, ma foi, honnête pour son âge, quoi. Avec qui il jouait d'ailleurs? Avec qui il devait jouer pas avec les frères Thompson? Est-ce qu'il était pas avec les frères? C'est probable, puisque les jumeaux Thompson faisaient partie de cette équipe et ont été draftés aussi il y a 2 ans de ça. C'est possible qu'il ait... J'ai pas là. Ah si, j'ai. Attends. Il y avait Ron Holland dans son équipe. Il y avait Matas Buzelis dans son équipe. Le fameux. Qui lui aussi est sur la série Netflix, qui lui aussi est sponsorisé par Reebok. Voilà, petit placement de produit. Shaq et Iverson, si vous nous écoutez, c'est pour vous. Et voilà, après, les gros noms de l'équipe de l'époque, voilà, Ron Holland et Matas Buzelis. Et donc, il y avait Dink Pâté avec eux. Ben écoute. Ça va envoyer du pâté à Vegas, ça, on peut vous le dire. Bon, une fois que cette blagounette est faite... Ouais, ça peut être un bon coup, on verra bien. Il y a quelques joueurs des fois qui arrivent à se révéler, à trouver une place. Bon, des joueurs, des rookies, c'était pas forcément l'attention première des Knicks, c'est pas le dossier le plus prioritaire, mais les Knicks ont du coup drafté des rookies, enfin un rookie, sans consulter le head coach. Et ouais, faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de head coach. Voilà, ça aussi, vous le savez. Ça fait quelques semaines déjà que Tom Thibodeau a été remercié. Je ne sais pas comment il voit l'évolution de la situation depuis sa maison, son lieu de villégiature, son camping. Hein, bien sûr. Je pense qu'il s'en fout. Tom Thibodeau est autoporte la plage. Je ne sais pas s'il s'en fout, s'il se demande, voilà, bon, bref. Mais en tout cas, nous, en tant que fans, en tant qu'observateurs, on attend de savoir qui va être son successeur. Ça se précipite pas. Hein. Les Knicks prennent leur temps. C'est bien de prendre leur temps. Il y a un moment, il va falloir quand même se décider. Hein. Et des nouveaux noms sont apparus la semaine dernière. Alors, on avait déjà les noms de Mike Brown, on avait déjà les noms de Tyler Jenkins. Non, il n'y a pas le nom de Mike Malone. Non. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Peut-être que tout simplement Mike Malone ne veut pas. Peut-être que le front office des Knicks n'a pas confiance en ce type de coach. Pourquoi pas. Ils ont sûrement des raisons valables, les uns et les autres. Mais non, les noms qui sont revenus récemment, c'est des assistants. Et oui, ou des assistants ou certains qui ont pu exercer en tant que head coach. On a James Borrego, qui était anciennement le head coach des Charlotte Hornets, et qui occupait un poste plutôt d'assistant dans le staff, j'ai oublié le nom du head coach, mais des staffs des Pelicans. Ah, des Pelicans. Qui est le coach des Pelicans? Willie Green? C'est pas Willie Green? C'est sûrement Willie Green. Ouais. Bon, les Pelicans qui n'ont pas fait la meilleure saison de leur histoire. Pour moi, j'avais bloqué à Charlotte et j'étais sur Charlie. Mais... Non, depuis il était repassé en tant qu'assistant. Et c'est pourquoi les Knicks ont peut-être eu plus de facilité à se mettre en contact, à avoir des interviews avec ses assistants. Et un autre assistant qui a fait irruption sur les radars
des observateurs, c'est l'assistant côté Minnesota. Et oui, les Knicks avaient essayé de prospecter Chris Finch, le head coach. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Par contre, pour leur assistant, dont j'ai déjà oublié le nom, si tu peux me le rappeler, Seb. Mika Nori. Voilà, Mika Nori. Mika Nori. Qui avait fait l'intérim lorsque Chris Finch s'était blessé lors d'une rencontre. Il avait pu assister son head coach et prendre la relève, le secours, le relais. Donc un assistant du moins qui est proche de Karl Anthony Towns, puisqu'il a eu l'occasion de l'avoir dans son staff. Voilà, donc c'est deux assistants dont on... Enfin, assistant. James Borrego, il a eu plus qu'un rôle d'assistant. Hein. Ça vient de l'école Popovich. Mais derrière, à Charlotte, c'était une autre histoire. Il avait un peu blacklisté Nicolas Batum, qui s'en était bien ressorti en étant après recruté par les Los Angeles Clippers. Mais voilà, pas non plus des coachs ou des noms qui ont de grosses références. Ça peut laisser un petit peu circonspect ce type de profil. Autant Tyler Jenkins, il y a eu des résultats, il y a eu de la continuité et des coachs jeunes. Mike Brown, on connaît le parcours de Mike Brown, avec déjà un long parcours d'assistant, avec des années avec LeBron James, avec des années aux Lakers, aux Kings, Coach of the Year, puis également des titres de champion en tant qu'assistant avec les Warriors. Donc voilà, c'est des coachs qui ont un CV un petit peu plus étoffé. Lorsqu'on parle de Mika Nori ou James Borrego, bon, c'est la comparaison fait un petit peu bizarre, en tout cas. Et puis, récemment, encore plus surprenant, peut-être, en tout cas, c'est une femme. Oui, c'est une femme qui est venue se glisser dans ce casting. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des interviews. Les interviews de head coach, pour le poste de head coach en tout cas, ont été confirmées et des secondes interviews vont avoir lieu avec Tyler Jenkins et Mike Brown. Donc c'est que l'intérêt est encore présent. Là, non, c'est une proche en tout cas de la famille Bronson, une head coach dans la WNBA ou en NCAA, je ne sais plus. J'avoue que je suis moins le basket féminin. Toi, Seb, grand observateur du basket féminin, que peux-tu nous dire de cette madame? Je te mets dans la sauce, là. De Don Stanley. Oui, c'est ça. Don Stanley, visiblement, est head coach de l'université de South Carolina. Elle a été également la sélectionneuse de l'équipe américaine olympique. De mémoire, je sais plus si c'était elle qui était, elle n'était pas à Paris, mais je sais pas si c'est pas elle qui était avant. C'était au Japon. Donc ça, je peux te sortir son CV, Don Stanley. Alors, Don Stanley, alors déjà, c'est un nom qui est apparu récemment, d'où notre manque de préparation sur son profil, et qui peut surprendre, parce que, bon, des coachs féminins... Ancienne joueuse de 50 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, ouais, elle a été sélectionnée aux États-Unis de 2017 à 2021. Ok, voilà. Donc une expérience significative à la tête de Team USA, quoi. Hall of Famer du basket, Hall of Famer du basket, Hall of Famer du basket féminin et Hall of Famer FIBA. Donc un CV qui est tout à fait respectable. Et après... en 94-95, sache qu'elle a joué à Tarbes. Alors là, voilà. Ok. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà. Donc taille, des attaches avec la France. 1m68. Petit bout de femme. Mais un grand nom, d'expérience, plein de basket dans les mains. Voilà. Un grand nom du basket féminin à coup sûr. Voilà. Alors, est-ce que les Knicks vont créer la surprise et nommer pour la première fois de l'histoire de la NBA un head coach féminin? Je pense que la cote est assez élevée, affaire à suivre. En tout cas, il y a une proximité avec la famille Bronson. On l'a vu sur des clichés qui sont ressortis de l'époque où Jalen Brunson était plus adolescent. N'était pas encore un homme aguerri, pas un All-NBA, pas un All-Star, pas un franchise player. Donc est-ce que c'est aussi un rapprochement fait pour avoir une proximité? Est-ce que c'est peut-être aussi un rapprochement fait pour venir compléter un coaching staff?
On ne sait pas. Il y a des assistants, il y a des head coach, il y a un petit peu de tout dans ce casting qui se resserre. On verra pour Madame Stanley. Stanley, c'est ça Stanley. si, Stanley. Stanley. Down Stanley. On veut pas se fâcher avec peut-être la future head coach des Voilà. Knicks, hein. Down Stanley. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Seb, de cette recherche qui prend du temps, qui a des profils. On parle pas de notre ami Johnny Bryant, qui est un ancien assistant des Knicks et qui, à un moment Disparu des donné, a radars. été interviewé aux Suns. C'était une Ouais. rumeur plutôt du net. On n'a pas eu d'éléments d'insider ou autre qui faisait remettre son nom sur le devant de la scène. Alors bon, peut-être que Léon Rose connaît déjà Johnny Bryant, mais voilà, c'est pas un nom qui revient. Pour l'instant, c'est plutôt Mike Brown, Tyler Jenkins, et puis derrière ses assistants ou cette dame. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que oui, il faut prendre son temps, mais est-ce que ça commence pas à faire long? Summer League, bon, on sait que ça sera plutôt un assistant coach qui ira coacher tout ça, mais bon, Free Ouais, en Agency, fait- ça commence. Soit en fait, l'effectif ne devrait pas trop bouger. Non, c'est Les l'ajustement à la marge. Donc tu devrais garder le même groupe. À partir de là, les gars, eux, ont déjà 1 an de NBA ensemble. Je vois pas de mouvement majeur cet été. Je vois pas Kat partir. Je vois pas Michael Bridges partir. Je pense qu'ils essaient vraiment de trouver un profil d'entraîneur qui va arriver à faire jouer tout ce beau monde ensemble. James Borrego, ce qui lui colle à la peau, c'est vraiment ce côté échec à Charlotte. Mais Ouais. il faut bien se dire que Charlotte, à cette époque-là, c'était pas non plus évident d'arriver dans ce contexte-là. Qui aurait réussi à Charlotte? Bah, qui a réussi à Charlotte Donc, tout court dans l'histoire récente des Hornets? donnons-lui Steve Clifford. Voilà, peut-être donc c'est pas évident parce qu'en plus il est arrivé dans une période où il venait aussi de récupérer Tony, où ils avaient Oui. Tony P. Malik Monk, ils avaient pas mal de joueurs, voilà, comme tu dis, Nicolas Batum, ils avaient, ce roster était un peu étonnant. Kemba évidemment était encore là. Donc voilà, Mark Williams Non, peut-être pas. Bismack Biyombo, enfin voilà, des joueurs, non, un Mark effectif Williams, qui non, était il loin était pas- d'être. voilà. Non, Ouais. Marvin Williams. Marvin Williams, Marvin Williams. qui depuis Mais, a Marv- disparu. Je sais pas où est-ce qu'il est en NBA. Il est peut-être plus en NBA. Je crois qu'il est pas NBA. Hein. Mais non, donc voilà, donc à voir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment que ça va être Mike Brown. Ok. J'ai Ok. aucune info, hein. Vraiment. Hein. Bon, Là, que je s'il suis, fallait parier comme ça, pièce en l'air, Voilà. quand tu penserais. Je pas dit que tu étais fan de Mike Brown. Mais s'il voilà. fallait lancer un Donc, nom. Ok. si je devais dire, ouais, si je devais, voilà, de ce qui peut ressortir, en tout cas de ce qu'il y a, c'est que Tyler Jenkins et Mike Brown sont les 2 noms en haut de la liste. Et je sais pas, ça serait pas mon choix. Et moi déjà mon choix à la base, ça serait justement de filer ça à un coach rookie, tu vois. Donc j'avais dit Johnny Bryant, ce serait moi mon favori. Mais là, vu qu'on a 2 noms, et parmi ces 2 noms, ce que je ressens que les Knicks vont choisir, pas forcément ce que je choisirais, mais ce que je sais pas pourquoi, je sens un Mike Brown. Et là, dans 48 heures, l'info tombe, c'est Tyler Jenkins. Et voilà. Et on refait la vidéo. Non, mais effectivement, Mike Brown, c'est un nom qui était déjà un petit peu dans les petits papiers au moment du recrutement de Tom Thibodeau. Alors, c'était pas forcément celui qui était le favori, on va dire, pour le poste. Jason Kidd, on n'en parle pas vraiment là, mais semble-t-il, l'intérêt était toujours présent. Après, tant que les Mavs ne le lâchent pas, voilà. Il faut dire qu'il y a eu des prolongations de contrats pense que pour c'est des mort. coachs Après, aussi. peut-être que les Knicks aussi se disent Mike Brown. Donc, ouais, après, moi, ce que je me dis, c'est que ils peuvent se dire Mike Brown en se disant tiens, ben, regarde, les assistants de Steve Kerr, ça marche pas trop mal. On a donc l'assistant qui est parti à Cleveland, ça a souri. Là, on a Mike Brown qui est dispo. Un coach avec
de l'expérience en tant que head coach, mais aussi de l'expérience dans une équipe qui a été victorieuse. Il a été l'assistant pendant très longtemps de Steve Kerr aux Golden State Warriors. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le basket, qui connaît le jeu. Alors, peut-être qu'ils se disent, voilà, ben, on passe au projet Mike Brown. Écoute, si c'est lui, à voir, j'ai pas d'a priori, donc voilà. Je trouve que le profil bah, est pas dégueu non plus, quoi. Donc, Et disons qu'il a, de toute il a façon, certains arguments, il a certains à un moment arguments à donné, faire valoir. Ouais. à un moment donné, de toute façon, il y aura bien un choix qui Oui, mais il faudra sera bien partir fait. sur un coup. Ce choix, évidemment, ne fera pas consensus. Donc, voilà, ce choix ne fera pas consensus. Donc, il faudra faire avec lui, et puis c'est tout, hein, voilà. À voir, effectivement. Après, Mike Brown, il a la connaissance des gros marchés. Il a déjà été head coach des Los Angeles Lakers. C'était pas son meilleur passage en tant que head coach. Mais ceci dit, voilà, le côté marché à pression, grosse franchise, beaucoup d'attentes, ça il connaît. Après, est-ce qu'il a réussi à mener une équipe jusqu'au bout en tant que head coach? Non. En tant qu'assistant, oui. Il a pu profiter, en tout cas, des belles années aussi aux Warriors. À voir, à voir. Moi, sur le coup, j'aurais quand même une préférence pour un Tyler Jenkins, qui est plus jeune aussi. Donc voilà, on aurait aussi un coach... alors, un peu un mix. On n'est pas sur un coach rookie en tant qu'assistant qui débarque, qui n'a jamais eu de poste de head coach. Mais voilà, plus jeune en termes d'âge, hein, civil, tout simplement. Mike Brown, après Mike Brown, pour info, donc il a été assistant coach en 97, jusqu'à 99 à Washington. De là, il est parti et il est devenu un assistant coach pendant 3 ans de Popovich, entre 2000 et 2003. Puis assistant coach à Indiana de 2003 à 2005. Est-ce qu'il était assistant coach de Carlisle dans sa première période Indiana? C'est possible. De là, il a pris les rênes à l'âge de 35 ans. Il a pris les rênes de Cleveland. Donc de ses 35 ans jusqu'à ses 39 ans. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait à Cleveland? Quelques belles années avec LeBron. Il a dû faire une finale NBA, je pense. Ouais. Oui, parce que contre les Spurs. Et ouais, ils ont été. C'était quoi, en 2005? C'est possible. Pour sûr, c'était en 3, 4, 5 ou 6 2007. Oui, ouais, il a été en 2007. Ah, il a été en oui, 2007. Les Spurs ne sont champions que les années impaires. Donc Impair, ça peut voilà. être 2006. Donc, non, donc en 2007. C'était déjà en 2007. Hein. En 2007, donc ils vont quand même en finale NBA. Donc, bon, après, à cette époque-là, avec Cleveland. Mais Cleveland, il avait quand même du beau truc. Il part ensuite aux Lakers. Où là, ça se passe pas terrible. Enfin, la première saison, il fait 41 victoires pour 25 défaites. Ensuite, il se fait lourder. Il repart à Cleveland. Et puis, ça se passe mal pour lui. Il se donne une année sabbatique. Et de 2016 à 2022, il revient aux affaires, mais cette fois-ci en tant qu'assistant coach de Golden State. Assistant coach, donc pour le coup, on peut le dire, de Steve Kerr, assistant coach historique. De Steve Kerr et de la dynastie des Warriors. Où il a retrouvé et c'est que bien plus tard, donc, en finale. C'est que 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, qu'il revient en tant que coach des head coach des Sacramento Kings, avec qui il aura, sauf la dernière année où il se fait virer en cours de route, mais sinon 48 victoires, 34 défaites, 46 victoires, 36 défaites. Donc il se fait virer, ils sont à 13 victoires pour 18 défaites. Donc c'est comme si on avait dit Tom Thibodeau sur sa deuxième saison que quand il est en négatif, on l'aurait lourdé, quoi, tu vois. Donc finalement, c'est quand même un coach qui a connu plutôt plus de succès que de mésaventures. Il a 55 ans désormais, donc un coach dans la fleur de l'âge. Hein. À voir, c'est pas sa fiche, est pas du tout horrible. Hein. Non, elle est pas scandaleuse, elle est pas. Voilà, c'est pas un coach qui est champion, c'est pas un coach non plus qui a fait de multiples finales, mais bon, il y a un CV tout de même. 60% de victoires en carrière, 758 matchs de saison régulière coachée, 454 victoires pour 304 défaites. 60% de victoires, c'est honnête.
Donc voilà, écoute, non, mais c'est quand même un coach qui a de référence, hein, Mac Brown, hein, c'est pas le perdreau de l'année, hein. Donc bon, C'est pas Nick c'est Amori pas ou dégueu. James Borrego, quoi. Non mais Bon, voilà. affaire à suivre. En tout Affaire à cas, suivre, en tout en cas. tout cas, C'est les noms qui reviennent. il a plus connu la victoire que la défaite. Il a connu des grands moments. Il a connu des grands coachs. Euh, voilà. Peut-être que c'est le moment pour lui aussi de se relancer dans un gros marché. Est-ce qu'il y a plus gros que les Knicks? Et pourquoi pas les Pas Knicks. sûr. Après, il est d'où Pas lui? sûr, ouais. Il est né où lui? Est-ce que Ah, il est de l'Ohio. Il est de Columbus dans l'Ohio. C'est pour ça que ça a marché avec Ah. Cleveland. Il y avait peut-être un petit côté air du pays. Bon, affaire à suivre. En tout cas, on attend encore impatiemment que Léon Rose se décide sur un nom. Que peut-être il lâche l'affaire avec Jason Kidd qui pourra pas partir tant que son contrat n'est pas fini. Il n'y a pas eu d'extension de contrat non plus côté de Jason Kidd et Dallas. Ceci dit, il y a une draft qui est passée. Il avait l'air d'être content d'avoir un Cooper Flag. Donc voilà, ça peut lui donner des raisons légitimes de revenir à Dallas. Il a un bel effectif, hein, entre les mains. Ouais, il a quand même quelque chose. C'est peut-être pas aussi mature que le projet d'Enix. Est-ce que voilà, le projet d'Enix a plus de potentiel? On parle aussi de plus de facilité dans la conférence Est. À voir, à voir. En tout cas, la NBA, ça a déjà bougé. Ça a déjà bougé pour pas mal de franchises, de noms. Il y a toujours des rumeurs. On l'a dit, la Free Agency elle démarre cette nuit pour le lancement, au passage au 1er juillet, bien sûr. Et il y a déjà tout un tas de millions de dollars qui ont été donnés à certains joueurs. Tiens donc, Julius Randle, Naz Reid aussi, visiblement dans Minnesota, on a un petit peu de dollars à claquer. Il y a eu des retraites. Bojan Bogdanovic, ça y est, c'est finito. Une blessure l'année dernière dans la campagne de playoff face aux Sixers. Et malheureusement, un trade au Nets, il n'a jamais pu revenir. On a vu quoi d'autre comme trade? Bah oui, au niveau des Boston Celtics. La blessure de Tatum, elle a cassé beaucoup de choses au-delà du physique du franchise player. Est-ce que c'est lui le franchise? Oui, on peut le dire. Jrue Holiday, finito. Retour à Portland, là où il venait, mais là où il ne voulait pas aller. Kristaps Porzingis, destination où? Atlanta Hawks. Il y a beaucoup de mouvements qui se font déjà. Des extensions de contrat. LeBron aussi, qui a activé une petite option. Hein, après tout, on refuse pas trop plus de 50 millions de dollars quand on a 40 ans. Hein. Et puis pour rester avec le fisson, en termes de babysitting, c'est plutôt pas mal. Les Cavs qui ont fait un petit trade, Lonzo Ball versus Isaac Okoro. Les Toronto Raptors, bah oui, on les attendait peut-être un peu sur le dossier Kevin Durant, ça s'est pas fait, puisque KD ira jouer du côté du Texas, et du coup, ou conséquemment, les Toronto Raptors ont limogé leur general manager de longue date, Masai Ujiri. Quoi d'autre? Oui, au côté des Pelicans, qui font un deal avec les Washington Wizards. On a pas mal de vétérans du côté des Wizards. Bon, vous le voyez, il y a déjà eu tout un tas de mouvements qui ont été faits, on en oublie sûrement. Des rumeurs aussi, il était question un temps de Austin Reeves et un intérêt peut-être des Knicks. Les Lakers qui cherchaient un pivot. Mais bon, dernièrement, il y a aussi un DeAndre Ayton qui s'est libéré de sa player option et qui sera free agent. Pas mal de moves déjà, un petit peu en coulisses ou juste à l'approche de cette trade deadline. Les Knicks n'ont pas bougé. Bon, ceci dit, pas encore de coach, pas non plus beaucoup d'assets. Et puis pas d'oseille, ouais. Pas d'oseille et beaucoup de moves déjà faits, de gros moves de faits la saison dernière. Il n'y a pas eu encore de départ officiel. PJ Tucker n'a pas été retenu en termes de team option, mais ça veut pas dire qu'il va pas aller chercher un truc à moins cher. Pourquoi pas, je sais pas. Non, en tout cas, les Knicks n'ont pas bougé. Il y a eu des rumeurs autour de la draft concernant Mitchell Robinson et Michael Bridges. Michael Bridges qui est éligible à une extension de contrat. Pour l'instant, elle n'est pas tombée. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être dans un package? Giannis Antetokounmpo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rumeurs. Ça a l'air d'être le calme plat. Le gros domino qui était Kevin Durant est tombé. Et il n'y a pas eu d'autres gros dominos depuis. En tout cas, pas avant ce lancement de Free Agency. Donc, affaire à suivre, on est un petit peu dans les starting blocks. Les Knicks ont une exception, une mid-level exception. Alors, je me mélange toujours dans ces exceptions et les particularités du CBA de la NBA. Mais voilà, est-ce que des concurrents se sont fortement renforcés à l'Est? Pas vraiment. Il n'y a pas de quoi non plus, pour l'instant, trembler au regard des premiers moves et des premiers noms qui ont été annoncés. Tu l'attends avec impatience, avec un grand calme. Comment tu l'attends, cette free agency qui va débuter dans quelques heures maintenant, Seb?
Je sais pas s'il y a grand chose qui va se passer nous concernant. Il va y avoir la re-signature de Michael Bridges, c'est surtout ça en fait qui va nous importer. Après, est-ce que Mitchell Robinson va partir? Les dossiers chauds sont là. Visiblement, quand même, le choix du coach va déterminer pas mal de choses parce que, à ce que souhaiterait le front office, les indiscrétions qui sont ressorties, c'est notamment parmi pas mal de choses, c'est une utilisation du banc et un développement des jeunes. C'est ça qui font partie également du cahier des charges qui ont fixé donc la commandante tour des Knicks. Donc là-dessus, on a du matériel sur le banc. Là, on a vu que l'option équipe avait été levée pour Hugues Porty. Donc ça veut dire que, en tout cas, il le voit comme une troisième option pivot, au minima. Pas cher en plus. Donc, ouais. Avoir... Ah oui, je pense que c'est à 2 millions, un truc comme ça. Ouais, non, 2 ça millions. Ça se garde. Il vaut mieux garder ça Pas que cher. de... Ouais, pas cher, je veux dire, bon, voilà. On Après- regarde la NBA, tout est relatif, Oui, on est voilà, d'accord, donc, mais effectivement... Après, on a du jeune, à voir ce que ça donne. On a donc un pas comme Dadier, qu'on l'a dit, donc un ailier assez tanké physiquement, qui va avoir donc ouais, quelques outils sa en deuxième magasin. saison NBA, même si la première n'a pas mal. Voilà, on a donc ce jeune meneur, hein, Tyler Collect aussi, qui était annoncé l'année dernière comme un des meilleurs passeurs, ou en tout cas playmaker de sa QV de draft, qui a connu que très peu de temps de jeu. Alors je sais qu'on dit ouais, mais sa défense, bon la défense de Jalen Brunson, elle n'est pas non plus, c'est pas non plus, tu vois, une chose incroyable. Et je pense pas que soit projeté des line-up avec Anthony Towns, Jalen Brunson et Tyler Collect ensemble sur le même terrain. Donc, mais je pense que il peut totalement faire la maille. C'est pareil, il faut le lancer, il faut essayer. On avait vu quelques bonnes minutes de ce Kevin McCullar qui, sur ce que j'ai pu voir on n'a pas vu beaucoup, mais qui semblait être une chouïa, sorte- hein, pas... un on chouïa, n'a pas vu mais- beaucoup, mais- blessé mais- une longue partie de l'année mais et c'est lui quelques qui va sorties, mettre. quoi. Mais c'est lui qui va m'intéresser le plus à la Summer League. C'est lui que je vais vraiment scruter le plus parce que il avait vraiment un air de Josh Hart du pauvre. C'est pas péjoratif quand je dis ça, je vais reformuler. Donc Josh Hart moins talentueux. Oui. Peut-être moins, mais en tout cas il avait du cœur et ce qu'on a pu voir c'est il avait du cœur, il avait de l'envie, il avait une défense. Donc c'est vrai que lui va m'intéresser vraiment, en particulier. Kolek et lui vont m'intéresser pendant la Free Agent. Sur la Summer League. Voilà, Ouais, donc pour la Summer League pour voir ce que ça donne. je pense pas que ça va. Ouais, après la Summer League reste de la Summer League, mais au moins on en verra plus parce que c'est vrai que l'année dernière, Macular était blessé, donc il n'avait Macular, pas pu la faire. 4 petits matchs. Hein. C'est pour Voilà. ça que oui, les passages étaient intéressants, mais c'était des très petits passages. On va faire tout à l'heure la review des joueurs et on fera pas la review de Kevin Non. Macular parce que Non, les 4 non, matchs, l'échantillon est largement trop petit. Ariel Hugues Porty, c'est 25 matchs. Il y a eu des blessures. Il était un peu en two-way, donc il a fallu un petit peu faire évoluer sa situation. En tout cas, c'est intéressant de voir que les Knicks semblent faire confiance à ce type d'option, qui est une option pas chère. Un joueur voilà, athlétique, qui demande à être développé, ça c'est certain. Ce sera qu'un sophomore qui a joué à peine 25 matchs et qui s'est blessé malheureusement sur la fin de saison dernière, là où il aurait pu peut-être retrouver quelques minutes de temps de jeu sur la fin de la saison. Donc ça va être intéressant à voir en Summer League. Mais effectivement, bah oui, le choix du coach qui est toujours pas là, il aura pour mission entre autres de développer les joueurs en magasin, en stock, en réserve. Voilà, on s'attend pas à des gros mouvements sur cette free agency. On va voir, et ça restera sûrement d'être sur le second marché, ce que vont faire les Precious Achiuwa, les Campaign, les Landry Shamet. Eux auront le droit à leur review dans quelques instants, ne quittez pas. Mais en tout cas, effectivement, ils ne font peut-être pas partie des priorités des joueurs à conserver à coup sûr. Et peut-être que des ajustements du banc pourront venir avec une signature
de joueurs moyens, je dis moyens en termes de valeur marchande, ça ne sera pas pour autant qu'ils n'auront pas une valeur importante sportivement. Il y a 2 saisons de ça, Dante DiVincenzo, même si c'était un poteau des Nova Boys, on n'attendait pas non plus un impact fort dans le jeu et dans la production, et pour autant, il a réussi à trouver sa place, donc ça peut arriver parfois. La saison dernière, les role-players, c'était plutôt du moyen-moyen, hein. On le verra dans les notes qu'on va donner tout à l'heure, mais voilà, c'est là où on attend des ajustements peut-être de la part de Léon Rose, dans les possibilités qui lui seront offertes. Il y a des rumeurs autour d'un intérêt sur Al Horford. Alors là, on est sur un joueur de métier qui s'est toujours montré très valuable vis-à-vis des Boston Celtics. Moi, je suis pas contre qu'ils viennent chercher une dernière bague à New York. Pourquoi pas. Ceci dit, voilà, on est un petit peu dans un profil à la PJ Tucker, un joueur qui approche vraiment du crépuscule de sa carrière, aussi dorée peut-elle pu être cette carrière pour Al Horford. Il y a des noms qui sont revenus, Luke Kennard, en termes de shooter, c'est toujours intéressant d'avoir des shooters, Larry Nance Jr., donc un joueur plutôt de profil intérieur, Gary Trent Jr., au rayon des juniors, si on aime ça, il y en a quand même quelques-uns qui pourraient trouver éventuellement une destination que pourraient être les New York Knicks. À voir les intérêts des autres franchises dans la ligue sur ces joueurs qui sont des joueurs connus, réputés, mais voilà, l'intérêt et la performance après, ça c'est autre chose. Donc affaire à suivre, mais ouais, on s'attend pas à des gros moves, on ne s'attend pas à des grosses signatures. De toute façon, les Knicks ont relativement peu de marge de manœuvre en étant à la limite du second éperon. Donc voilà, affaire à suivre, on sera là en tout cas pour suivre ça. Mais ouais, il y a de fortes chances qu'on prenne quasiment le même effectif, Oui. Et qu'on reparte avec un autre coach pour essayer de Après, faire c'est mieux. un effectif à 51 victoires et finale de l'Est. C'est pas non plus. Oui, c'est faut pas, il n'y a tout pas changer, besoin de quoi. tout réinventer. Et puis, alors déjà qu'on changera de coach, ça va déjà être une forme de réinvention. Mais oui, effectivement, on va peut-être pas tout changer non Je pense plus que sur le le front plat. office, c'est surtout de voir cet effectif-là dans les mains de notre coach, notre vision. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que justement cet effectif remodelé ou en tout cas amené dans une autre direction, est-ce que c'est mieux ou moins bien que celle donnée par Tom Thibodeau? Donc c'est en ça où je me dis, on a fait des gros moves dernière. Là cette année, il faut juste payer certains qui font partie de ces moves-là. Est-ce que clairement faire partir Mitchell Robinson, un mec qui coûte 15 millions l'année, est-ce que c'est vraiment le move? Tu vas avoir quoi? Pas grand-chose. Tu n'auras pas forcément de profondeur, hein. À 15 bars, t'as pas grand-chose, tu vois. Donc, Ouais, t'as pas un joueur d'impact fort. ou Là alors, où ça parlait d'un intérêt pour Austin Reeves, il a refusé une prolongation de la part des Lakers. ouais, mais alors Donc Ford, c'est un joueur qu'il faut il payer va en cher, faire. quoi. Fort. Oui, Alors Ford, moi j'entends parler, le mec, on a vu ses limites en playoff, il commence à être très âgé, hein. Taj Gibson, on peut le faire revenir aussi, peut-être pour une rotation 4-5. Non mais, tu vois, à un moment donné, c'est comme l'année dernière quand on me dit ah, c'est génial, PJ Tucker, il va amener l'expérience. Qu'est-ce qu'il a amené, hein? Il a amené bon, pas il a grand-chose, hein. il a peut-être fait le délégué de classe dans les vestiaires, mais au-delà de ça, voilà. Sur le parquet, l'apport était minime. Je parlais de 4 matchs pour Kevin McCullar. PJ Tucker, c'en est 3. Hein. 3, donc voilà. Et un comme starter, tout de même. Quand il y a eu une blessure, il a pu faire don de son corps et de ses sneakers en pagaille pour compléter le roster. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, le côté le vétéran qui apporte un supplément. Bon, je mets quand même Al Horford sur un niveau supérieur que le niveau de Oui, PJ Tucker. oui, Mais bien sûr. faut voir l'utilisation après, effectivement. Voilà, mais c'est pas sur lui qu'il faut compter, quoi. Merde, enfin, je sais pas. Bah, ça serait du très court-termisme, on est d'accord. Après, à voir s'il y a l'opportunité pour pas cher. Bon, je sais pas. À voir. Allez, bon, en tout cas, les joueurs en devenir des Knicks, on en connaît certains. Il y en a certains qu'on s'attend à retrouver pour sûr la saison prochaine. Et on va faire justement notre petite review, notre seconde partie de la review. On avait fait le trio des Nova Boys la semaine dernière dans une longue émission, mais parce que la longue émission revenait aussi sur ce dossier coaching. Pour l'instant, pas d'éléments réellement nouveaux sur le coaching, si ce n'est qu'il y a des secondes interviews qui viennent. Donc là, on va se lancer tout de suite dans la review des joueurs encore marquants, majeurs de cet effectif. La semaine dernière, donc les 3 Nova Boys que sont Jalen Brunson, Michael Bridges et Josh Hart, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas un vrai fan des Knicks. Et ça,
Je sais pas ce que vous faites sur la chaîne, auquel cas. Mais vous êtes les bienvenus. Non, on va commencer tout de suite en player review avec, bah voilà, le gros morceau. Le gros morceau, c'est pas un gros poisson, c'est un gros chat. C'est Karl Anthony Towns. C'était la grosse arrivée de la saison dernière. Mikal Bridges était une grosse arrivée, mais Karl Anthony Towns encore plus grosse. Un move retentissant lorsque ça s'est fait à quelques heures du début du training camp. Le timing était peut-être pas idéal, mais bon, il n'avait pas pu faire ses premières photos avec le Media Day comme tout le monde. On l'avait vu avec une casquette passer par une porte dérobée pour faire coucou à ses nouveaux copains. Ouais, Karl Anthony Towns qui s'est trouvé une nouvelle maison, une nouvelle adresse après quand même pas mal de saisons en NBA et du côté du Minnesota. Le Madison Square Garden, c'est une destination, un endroit qu'il connaissait puisqu'il est fan des Knicks. Et ben oui, il faut le dire, tout simplement. Il est fan des Knicks et pas à partir du moment où il est arrivé à New York. Il l'était déjà depuis sa tendre enfance puisque c'est un joueur issu du New Jersey et sa famille, son papa et sa maman étaient des fans des Knicks. Donc voilà, il avait une attention, une affection très particulière. Il avait notamment apprécié la période l'Insanity. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais voilà, Karl Anthony Towns qui s'est fait assez rapidement à son nouveau maillot, à sa nouvelle identité d'équipe. On l'a vu s'intégrer assez vite dans l'effectif, dans le roster, avoir ses marques, ses aises. Alors il y a eu des moments où il y a eu quelques trous d'air. On pense notamment à l'opening night avec la remise des bagues face aux Boston Celtics où il avait relativement peu existé. C'était dommage, un petit retard à l'allumage pour ce match 1 de la saison régulière. Mais derrière, il a rapidement trouvé un niveau de performance qui lui a permis d'être tout de suite dans la discussion pour un poste de All-Star avec des moyennes à la 25 points par soir et 10-12 rebonds. Donc voilà, un Karl Anthony Towns qui a été responsabilisé dans le jeu, qui faisait quand même un grand changement par rapport à l'utilisation des postes 5 qu'on peut connaître Onyx et depuis un paquet de saisons. On était plutôt sur des postes 5 anecdotiques ou avec un rôle plus défensif que aussi offensif que défensif. Karl Anthony Towns, sa défense, elle a fait jaser pendant toute la saison. Elle le faisait déjà de son temps, de son passage à Minnesota. Ça n'a pas changé en arrivant à New York. Bon, il faut se rappeler qu'on avait un Julius Randle qui avait aussi quelques nombreux moments d'absence en défense. Voilà, Karl Anthony Towns qui a apporté du scoring, qui a apporté un shoot à 3 points. Il était attendu pour ça. Certains nous disaient, ouais, avec Karl Anthony Towns, vous allez voir les lignes de drive que va s'ouvrir Jalen Brunson. Un spacing qui va exploser côté Knicks et ça va être la régalade. Bon, oui, il y avait des tirs à 3 points pour Karl Anthony Towns. De là à ouvrir énormément de lignes de drive pour Jalen Brunson et lui ouvrir l'accès au panier tel Moïse devant la mer qui l'ouvre en deux. Non, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et puis une relation Karl Anthony Towns, Jalen Brunson qu'on a cherché, qu'on a vu un petit peu en début de saison et beaucoup moins au fur et à mesure du déroulé de la saison. Un peu des joueurs qui jouaient chacun leur tour. Et puis voilà, tout de même, Karl Anthony Towns, c'est du All-NBA. All-NBA third team, si je dis pas de bêtises. C'est du... Comme Jalen Brunson. All-Star. JB est pas deuxième et pas second team, il me semble. Le doute m'habite maintenant à cette heure-ci. Qu'est-ce qui m'arrive Donc voilà, Karl Anthony Towns en saison régulière, c'est 24 points. 72 matchs, 35 minutes, des NBA, pourcentages à 52, NBA 12-8, meilleur rebondeur des Knicks. et second team, exactement. Et ouais, voilà, merci pour la confirmation. Et en playoff, des stats qui baissent un peu, 21,4 points, 11,6 rebonds, un niveau de passe aussi qui baisse à 1,3 et un pourcentage à 3 points à 35%, clairement moins à son aise en playoff. En même temps, la rivalité, l'adversité a augmenté au rythme de la post-season. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour notre ami Karl Anthony Towns? Il est venu avec son gros salaire, forcément, ça limite les mouvements possibles, mais ceci dit, ça donne de la longévité et de la perspective sur la durée, puisque le contrat, il n'en est que quasiment à son début de contrat, hein, notre ami Karl Anthony Towns. Voilà, il s'est montré souvent aux couleurs des Knicks dans les avant-matchs. Il s'est fait moquer aussi de par sa défense et ses fautes bêtes, ses fautes d'inattention. Son body language aussi a agacé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Seb, sur Karl Anthony Towns, qu'on n'aurait pas dit? Je t'ai perdu, Seb. Non, mais t'as tout dit. On savait ce qu'on allait avoir. Hein. Je veux dire, c'est pas un joueur qu'on découvre. On
On a eu ni plus On ni moins savait que le que Karl Anthony Towns défensivement, des ça allait Wolves. Ouais, enfin de ces des années Avant on va Gobert. dire post-Gobert, Ouais. Enfin, pré-Gobert, pré-Gobert. pré-Gobert. Euh, un mec, oui, qui est dominant à l'intérieur, mais très chouineur, qui a tendance à fuir un petit peu le contact aussi en défense. Un mec qui a de bonnes mains, super passe, qui peut vraiment jouer en tête de raquette et à trouver les mecs quand il coupe, quand il passe en backdoor, quand il fait sur. Voilà. Je trouvais qu'on n'avait pas assez insisté sur le pick and roll, ou sur le pick and pop en tout cas avec lui, parce que c'est vrai que quand il est face au cercle à 3, c'est assez létal. Voilà, un mec que j'ai trouvé des fois sur courant un peu alternatif. Euh, J'étais pas hyper convaincu par sa signature, je la suis toujours pas un an plus tard. Voilà, il est chez nous, il a fait des super matchs, comme il a fait des matchs où on s'est tiré les cheveux. Hmm. Je... Karl Anthony Towns, pour moi, c'est pas un joueur fait pour les Knicks, mais voilà, c'est comme mon avis. Non, un avis qui est partagé par pas mal de personnes. Notamment ces manques défensifs. On a eu sur cette saison une utilisation d'un mode stretch 5, notamment par l'absence de Mitchell Robinson pendant une longue période. C'était compliqué d'envisager une autre association. Peut-être qu'avec un Precious, ouais mais bof. Peut-être qu'avec un Jericho Sims, ouais mais bof. Donc il a fallu faire une grosse traversée de cette saison avec un Karl Anthony Towns seul responsabilisé au poste 5 et avec à ses côtés plutôt du OG Anunoby qui est peut-être lui aussi un faux poste 4, plutôt un fort 3 qu'un réellement un poste 4 de métier. Donc voilà, c'était peut-être aussi un peu à contre-emploi. Et en même temps, Karl Anthony Towns, il a quand même quelques centimètres à rendre. Il a fait, on va dire, quelques efforts en tout cas pour être présent au rebond. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais en termes de protection de cercle, clairement, on n'était pas dans ce registre-là. Un joueur orienté plus sur l'attaque que sur la défense. Un joueur qui a agacé aussi ses partenaires. On l'a vu sur une prise de bec entre OG Anunoby et Karl Anthony Towns pendant les playoffs. Ouais. Donc voilà, ça si... il est ressorti par l'insider aussi que le staff. pendant les playoffs, son manque d'implication défensive, voire même qu'il ne comprenait pas soit des systèmes ou l'intérêt de faire ça, enfin qu'il n'arrivait pas à piger le sens de la chose. Ça montre peut-être aussi un QI basket pas si élevé que ça, toujours plus élevé que le mien, hein, mais pour le très haut niveau qu'est la NBA, peut-être pas si élevé que ça. Donc à un moment donné, ça doit être notre deuxième option, notre co-star. On parle d'un mec All-Star, d'un mec All-NBA Team, et pourtant un mec qui n'arrive pas à comprendre l'intérêt d'une défense. Des fois, il y a des joueurs qui sont plus orientés, qui plus focalisés sur l'attaque que la défense. Clairement, c'est le cas avec Karl Anthony Towns. Malheureusement, voilà, il a la qualité de ses défauts. C'était peut-être un bon attaquant, un bon sens du passing. On a vu quand même de belles actions, de belles séquences qui permettaient peut-être de combler ce manque de passes au poste 5 qu'on avait perdu avec le départ de Isaiah Hartenstein. On n'est clairement pas sur un profil comparable à du Mitchell Robinson. On ne parle pas non plus d'un Rudy Gobert. On a une qualité de shoot avec Karl Anthony Towns, c'est intéressant. Mais voilà, c'est un joueur assez atypique dans cette ligue. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce profil-là, des grands pivots intérieurs qui sont capables d'être forts attaquants, de bons shooters. Lui se revendique comme étant le meilleur big shooter de l'histoire. Bon, on en rediscutera dans quelques années. Peut-être qu'au fur et à mesure de sa carrière, oui, il y aura des records qui vont tomber, de records de longévité. On pense plutôt à un Dirk Nowitzki quand on pense à un des meilleurs shooters big de l'histoire. Mais il est sur cette trajectoire-là, en tout cas en termes de production statistique. Mais voilà, l'attaque, ça fait pas tout. Et on a souvent perdu peut-être de la force de frappe, de la dissuasion avec Karl Anthony Towns cette saison. Donc à voir sur une saison 2 si
si il arrive à se remettre un petit peu plus dans l'effort, dans le défi physique, dans la concentration sur les schémas défensifs. On verra aussi quel coach lui demande quoi. Mais voilà, c'est une première saison. Moi, je n'étais pas surpris vraiment. Alors, je ne vais pas dire que j'ai suivi tout son parcours à Minnesota, mais voilà, il nous apporte statistiquement la production. Après, en attendre plus, ça voulait dire qu'il aurait fallu qu'on ait une meilleure implication défensive. Et ça, avec des grosses utilisations, avec des petits bobos, mais il a serré les dents par moment. Alors, il y a ce côté agaçant de je ping pour n'importe quel contact. Bon, parfois, on peut aussi se demander s'il est arbitré de la même façon que d'autres joueurs, entre guillemets, stars de la Ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, Karl Anthony Towns, c'est une méga star de la Ligue? Je pense pas. Est-ce que c'est un All-Star? Oui, un All-NBA, il n'y a pas de problème pour le dire, parce qu'il fait quand même, dans la conférence Est, une belle saison au global. 72 matchs, c'est intéressant. Il n'y a pas eu trop de blessures, trop de pépins. Vous pouvez craindre ça, parce que dans le passé, Karl Anthony Towns, ça a été le cas. Après, en playoff, c'est une autre histoire. Et là où il partait avec, on va dire, un déficit de réputation, notamment sur ses années Wolves, en disant que c'est un joueur qui se cachait, qui n'était pas présent au rendez-vous. Bon, bah oui, statistiquement, ça là-dessus c'est implacable. Il n'a pas augmenté sa production, il n'a pas augmenté son niveau de jeu pendant les playoffs. Là où d'autres, il n'y en a pas des masses, là où Jalen Brunson, lui, le fait régulièrement, il sait élever son niveau de jeu quand ça compte le plus, dans le clutch time, et quand ça compte le plus en playoff. Là, Karl Anthony Towns, ça suivait difficilement, quoi. Donc c'est en ça où il peut y avoir aussi un petit peu une appréciation en mode douche froide sur les playoffs, parce que dans la dernière affiche, dans la dernière série face aux Pacers, on aurait pu espérer avoir un Karl Anthony Towns qui tire un petit peu son épingle du jeu. Ça n'a pas vraiment été le cas, quoi. Là où il s'en est peut-être le mieux sorti dans cette série de playoffs, dans ce parcours de playoffs en tout cas, c'est face aux Detroit Pistons, mais face à une équipe plus jeune qui avait moins d'armes à faire valoir, moins d'expérience tout simplement à lui mettre en face. Donc bon, ça va être l'heure de sortir la petite tablette, les petites notes. Alors Seb, il y a un petit souci technique qui fait que tu ne peux pas. Alors la caméra en plus, la caméra est figée depuis un moment. J'espère que la voix, et semble-t-il c'est le cas, est bien enregistrée. Mais en tout cas, oui, pas de possibilité pour toi de nous montrer une petite tablette. C'est pas grave, moi j'ai fait une petite tablette. Mais d'ailleurs si la caméra se montre pas, bah, vous n'allez même pas la voir, vous n'allez même pas me croire. Mais faites-nous confiance en tout cas sur nos jugements. Seb, on va faire le même exercice que ce qu'on a fait les fois précédentes. D'abord une note en saison régulière, puis une note en playoff. Qu'est-ce que tu as à nous proposer pour Karl Anthony Towns en saison régulière? Une notation par rapport aux attentes qu'on avait, pas par rapport au niveau réel du joueur, même si, bon, forcément, si c'est un joueur fort qui a répondu à nos attentes, il aura une bonne note. Si c'était un joueur qui n'était pas réputé pour une grosse attente et qui a surperformé, il aura une bonne note. Donc Karl Anthony Towns, qu'est-ce qu'on attendait de lui et qu'est-ce qu'on lui met comme évaluation en saison régulière pour toi? Bah écoute, moi je lui ai mis, pas comme toi, A en saison régulière. Par contre, je lui ai mis un B+, en playoff. Alors, moi j'aurais bien aimé vous le montrer, mais la caméra, elle veut pas. Bah, quand elle veut pas, elle veut pas. Si je change un peu de dispositif. B+, c'est peut-être bien noté. C'est peut-être bien noté. Moi, mais... non, ça veut pas. On a un petit problème de technique, mais c'est pas grave, l'audio est là. Moi, je suis parti sur un A en saison régulière et un B- en playoff. La saison régulière, elle est conforme à ce que je pouvais espérer de lui. J'attendais pas. J'aurais été déçu qu'il n'ait pas le rendement qu'il pouvait avoir à Minnesota. Nouveau coéquipier, nouveau compagnon, ouais, certes, nouveau coach, quoique Thibodeau connaissait un petit peu. Nouvelle maison, bon, ça lui a pas fait peur. Un A, voilà, c'est un joueur All-Star, All-NBA, de belles moyennes. Il nous a fait gagner certains matchs par quelques actions. Combien, je sais pas dire. Ouais. mais voilà, c'est pas le joueur qui m'a le plus marqué de la saison. C'est pas celui où je vais dire, ouais, lui vraiment, il m'a fait une super saison. Karl Anthony Towns nous a fait du Karl Anthony Towns. Donc pour moi, c'est conforme à ce que j'attendais, c'est un A. Et donc toi, tu disais A combien? A plus? A moins? A et B+. B+. B+, B- pour moi. Bon, il y a une variation. Peut-être surnoter les playoffs. Parce que après, il y avait quelques matchs où il nous a bien porté. Heureusement qu'il avait été là, notamment contre Détroit. Après, ouais, là, il a jamais véritablement fond dominé. Peut-être que je surnote un peu les playoffs. B+. Et peut-être que moi, au contraire, je suis peut-être trop noté, sévère. Mais
En fait, trop sévère. après, non, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je baisse la note de certains autres. Et en fait, on est plus dans le B, quoi, pour certains. Donc, dans ces cas-là, je serais vraiment le père fouettard. Non, je vais rester sur mon A de saison régulière. Et sur mon B+, mais B+, après, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas ouf pour un joueur qui doit être notre co-star, quoi. C'est pas incroyable, hein. B+, en playoff, c'est pas non plus... C'est quoi? C'est un 14, c'est un 13... 14, C'est un, quoi. c'est un c'est bon ça, quoi. lieutenant, mais c'est pas un franchise player. C'est pas un joueur qui élève son niveau, qui fait la différence. Il a peu fait la différence dans Non, mais ses tu regardes par ses exemple propres playoffs. tu regardes un Jalen Williams qui est un lieutenant de Shai Shai Gilgeous-Alexander. et c'est un lieutenant, c'est pas un franchise player, c'est un bon lieutenant et pourtant il a fait des bien meilleurs playoffs que Karl Anthony Towns. Et pourtant on parle quand même d'un mec qui est All-Star, qui est calibre All-NBA, qui est machin. Donc, Un joueur qu'on a croisé, Pascal Siakam, aura laissé une trace plus importante. Alors au-delà du fait d'être MVP des finales, mais dans la série face aux Knicks, bah oui, il a fait la différence. Il a réussi à faire gagner les Pacers, là où Karl Anthony Towns n'a pas fait la différence. Donc, ouais. Bon bah écoute, B- pour moi, parce que voilà, les playoffs, j'aurais aimé qu'il soit à peu près au niveau. Je dis à peu près, alors bon, il est à 21,4. Après, c'est le bonhomme, hein. Le bonhomme est comme ça, hein. Tu sens que c'est un grand enfant. La vie est une fête, le monde est un jeu et ça Bon, chie il a une... sens. Ouais, après, il a une Et certaine joie de vivre et qui est pourquoi pas appréciable ou pas. Il a eu quelques quand même galères assez régulières d'un point de vue personnel. Donc voilà. oui, bon, tu On vois, a- on c'est. n'a pas, Oui, on n'a oui, pas du oui, tout d'accord. le même body language qu'on avait sur un Et, Julius Randle qui était très fermé, très bougon. On est sur un joueur qui est plutôt démonstratif, qui va faire des célébrations en veux-tu, en voilà. Julius, C'est différent. Julius, Julius, il était fermé, il était bougon, mais parce qu'en fait, je pense qu'il avait aussi une espèce de haine viscérale de la défaite ou de comment il jouait enfin, tu vois, je pense. Lui, bon, il est toujours là, sourire, là, ça me saoule, là. Avec son sourire, là, tout le temps. T'as envie de lui dire, mais mec, Ouais. enfin, je sais pas. Et puis il est là, quand il chouine, quand il est là. Putain, mais. Bref, je suis pas fan de Ouais, ce en même mec. temps, Et, les joueurs qui font les faux durs et tout, c'est pas non plus. Voilà, c'est. ouais, mais C'est le après, c'est pas personnage. parce Je pense que. on le changera Après, pas. c'est Il pas parce faut. que. Après, c'est pas parce que c'est un joueur des Knicks que il faut que je me mette des œillères et que je dise, ah, il est génial, c'est super. Je suis pas fan de ce mec. Je suis Hmm. pas fan de Bah, ce écoute, mec. Je suis pas fan de ce qu'il dégage. Je suis pas fan de son jeu. Voilà, je suis pas fan. le message est passé. 4. Seb est pas fan. Non. Pas fan d'eux. Donc demain, nous n'aurons pas Carl Anthony Towns France sur Twitter, mené par Seb. Bon, Non. voilà, moi c'était un B-. Voilà, c'est le côté. Je m'attendais à ce que le lieutenant il se mette un peu plus au niveau. Et entre autres, cette série face aux Pacers. Ah non. Surtout que Karl Anthony Towns les a montré par séquence, notamment sur la série face aux Celtics, qu'il était quand même très compliqué à défendre. Après, faute à qui? Faute aux joueurs, faute au coach, faute à ses coéquipiers qui n'allaient pas trop le chercher. Il y a peut-être un petit peu de tout ça aussi. Bon, il y avait des bobos, il y avait des pépins. Il s'est fait mal, il s'est blessé. Et il On a passe au suivant. serré les dents à sa façon. Mais passons au suivant. Suivant. Le suivant, c'est qui? C'est le dernier joueur du 5 majeur. C'est OG Anunoby. OG, lui, qui avait fait aussi une belle comment dire, intersaison avec un bon petit contrat signé pour notre ami OG. OG Anunoby, c'était quoi? 200 millions? Bon, ça aussi, ça avait fait grincer des dents. Est-ce qu'il allait se montrer à la hauteur de ce nouveau contrat? En tout cas, en saison régulière, OG Anunoby... attends, je suis en train de me mélanger les pinceaux dans les highlights. Karl Anthony Towns, on les a vus. Regardons un peu notre ami OG Ogugua. Lui, il n'était pas forcément attendu sur un gros niveau de production offensive, malgré son contrat, son nouveau contrat signé. Et pour autant, il a démarré la saison un peu en boulet de canon. Là, on attendait peut-être Michael Bridges sur cet aspect défensif, sur cet aspect offensif plus défensif, parce que la qualité du défenseur, on la connaît sur OG Anunoby. C'est l'attaque qui nous a surpris, parce qu'il avait un bon nombre de prises d'initiative, il y avait une bonne réussite. On a même à un moment donné pensé à lui en tant que All-Star.
au lendemain d'une sortie à 40 points pour OG. Puis après, c'est très vite retombé dans la normale, retourné dans le rang. Voilà, moi il m'a surpris sur sa production offensive. J'avais une crainte aussi, c'était sur les blessures, parce que on le sait, il faisait partie des joueurs très utilisés par sa versatilité, par son profil un petit peu de je peux défendre sur n'importe quelle position, du poste 1 au poste 5. Donc forcément, l'arme défensive ultime, le joueur ultime, on aime bien ces appellations de joueurs ultimes. Il y a des joueurs ultimes qui sortent du banc, bah là, lui, il sortait pas du banc, il était sur le terrain, et il faisait partie des plus gros temps de jeu de Tom Thibodeau. 14 matchs tout de même au bout du compte. C'est une année relativement pleine pour OG cette saison. On aurait pu espérer qu'il se glisse dans les défensives teams à l'issue de la saison. Ça n'a pas été le cas. Ceci dit, 18 points, 47% au shoot, 37% à 3 points. Plutôt pas mal. Bon, la présence au rebond, moi c'était le truc qui m'a fait tiquer. Et c'était plutôt par rapport à son utilisation. On est sur un poste 4 qui là va tourner à 4,8 rebonds par soir. Bon, c'est pas ouf vis-à-vis de cette présence, de cette association aux côtés de Karl Anthony Towns. Bien sûr, Josh Hart piquait pas mal de rebonds, Karl Anthony Towns en prenait beaucoup, mais voilà, on sentait qu'on avait un joueur qui était plutôt un 3&D, avec cette capacité à slasher et à finir tout de même au cercle avec des gros dunks bien monstrueux. Là-dessus, il nous a régalé en termes de highlights. En playoff, bon, et ben on est retrouvé sur un OG à peu près du même acabit. Alors lui non plus n'a pas élevé son niveau de production statistique, de là nous faire dire « Ah, c'est un joueur qui élève son niveau de jeu en playoff ». Ceci dit, il avait quand même de sacrées missions. Ça a commencé dès la série face à Detroit, où il était assez régulièrement en opposition aussi sur Cade Cunningham. Et puis face à la paire d'ailier du Boston Celtics, forcément il avait matière à se montrer et avoir des missions défensives, ce qui l'a sûrement un peu freiné offensivement. Et puis bah voilà, pareil un petit peu à l'image de l'équipe face aux Pacers, on reste un peu sur notre fin sur OG, mais en tout cas un parcours de playoff plein, une saison pleine, 39 minutes en playoff, 36 en régulière, il a joué tous les matchs de playoff, il n'y a pas eu de grosses blessures, et ça déjà, ça nous rassure, parce que voilà, on avait un peu des craintes par rapport à sa capacité à faire une saison en entier. Qu'est-ce que tu as pensé toi de OG Anunoby avant qu'on dévoile nos notes sur la saison et sur les playoffs? Décevant, la déception. La déception, ça aussi, c'était une déception. Au vu de sa signature, bon, déjà, voilà, il avait pris un gros paquet d'oseille, c'était pas prévu qu'il prenne autant. Bon, après, c'est pas mon oseille, donc quelque part, je m'en fiche un peu. Mais disons que cet argent permettrait peut-être de l'investir dans d'autres joueurs, dans une profondeur d'équipe. Il y a eu les Sixers qui sont venus, qui ont mis un peu la pagaille. Les Knicks sont peut-être surenchéris. Et puis donc, on se retrouve avec ce contrat-là, avec un contrat d'un mec All-Star, avec un contrat d'un mec All-NBA, quelque chose qui ne l'est pas, quelque chose qui ne sera peut-être jamais. Début de saison incroyable, surchauffe total. Derrière, ça retombe un petit peu dans l'anonymat. Jamais vraiment été le wingstopper qu'on aurait souhaité. La paire avec Mikal Bridges n'a pas bien fonctionné. Les deux se marchaient un petit peu dessus. C'était soit l'un, soit l'autre. On a pris les deux et c'est pas ce qui a fonctionné. Un joueur qui des fois m'a fait un peu sortir de mes gonds quand il veut partir en dribble alors qu'il n'a pas il est pas skillé pour pouvoir faire ça. Quand il veut faire ces moves là, ça c'est insupportable et une fois sur deux il perd la gonfle. Assez irrégulier ensuite sur on va dire premier tiers de saison bon, les deux autres tiers plus moyens, des prestations en dents de scie et une campagne de playoff plus ou moins anecdotique qui m'ont pas non plus marqué. Donc un joueur surpayé et qui n'a pas été à la hauteur de son contrat. Bon, on n'a plus nos caméras sont figées, mais c'est peut-être pas plus mal. Bon, on n'est pas tout à fait sur la même appréciation, mais oui, effectivement, il y a un côté Dancy sur ses performances. Moi, j'aurais dit premier tiers, très bon. Deuxième tiers, bof.
et une amélioration sur la fin de la régulière tout de même. Mais bon, ça se joue à quelques détails. On a tout de même le joueur qui est troisième option offensive des Knicks cette saison. Derrière Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, c'est bien OG Anunoby qui finit en régulière en tout cas avec la troisième moyenne au scoring. En playoff, est-ce qu'on a cette hiérarchie-là aussi? Il me semblait. Je suis en train juste de vérifier si c'est effectivement le cas. Oui, c'est ça. Pareil, il est devant Michael Bridges, alors à quelques points près. Hein. C'est un petit peu du pareil au même si il y en a un qui jouait, on va dire, poste 4 et l'autre plutôt poste 2-3. Mais effectivement, cette paire de wingstoppers, bah, elle a surtout été mise à l'évidence sur la série face au Boston Celtics, mais c'est plus du fait de Mikal sur ses coups de génie, sur ses éclairs défensifs, que à proprement parler de OG, même si OG, c'était un peu un soldat de l'ombre sur certains moments. Quoi. Donc allez, révélons nos notes. Alors je sais pas si... Non, la tablette ne veut pas, la caméra ne veut pas, donc tant pis, on fera, on fera tout en vocal, c'est pas grave, c'est aussi l'émission qui est aussi disponible en podcast audio. Moi... Ouais, je veux dire, il y a un moment la technique quand elle veut pas, moi je peux plus là, je peux plus. Allez, enfin, je peux te révéler ma tablette, mais tu vas pas la voir, donc c'est tant pis. Pour moi, c'est un B+ en régulière. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit la troisième option offensive. Ces coups de show offensif, ce presque All-Star arrivé en décembre, mais qui est retombé après. Bah, c'est des coups qu'on n'avait pas forcément vus avant. Donc moi, je lui mets un B+. Je m'attendais à ce qu'il soit présent défensivement. Je m'attendais pas à ce qu'il élève un petit peu son niveau de jeu offensif. Ça manque de régularité. Oui, on n'est pas sur un joueur All-Star. On l'a payé cher parce que on voulait le garder. On voulait pas le laisser filer à Philly. Ça, c'est sûr. Et qu'on s'était un peu déjà dépouillé pour faire le trade dans la saison d'avant. Donc moi, un B+. C'est 200 millions, c'est beaucoup, c'est trop. J'aurais préféré le payer moins cher. Mais au-delà de ça... Sa saison régulière complète en nombre de matchs m'a rassuré par rapport à ça. Et en playoff, moi je suis sur un B. Voilà, pareil, je reste un peu dans le même registre, mais légèrement un ton en dessous pour moi. Donc B+ et B pour OG en saison régulière et en playoff. De ton côté, tu as été assez critique. Ouais, écoute, c'est exactement la même chose. C'est marrant parce que quand tu l'as affiché, alors je sais pas si les gens le verront, mais en tout cas, moi je l'ai vu. Non. Et c'est marrant parce que ça... C'est exactement ce que je m'étais dit, c'est B+ et B. Ouais, c'est B+ et B, c'est-à-dire c'est moyen. C'est voilà, moyen bien en saison régulière et moyen en playoff. Voilà, c'est du moyen. Voilà. Allez, du coup, on en termine ainsi avec nos joueurs du 5 majeur. Bah ouais, il y en avait 5. Il y en a 5. Il y en a 5 qu'on a passé en revue. Maintenant, on va passer en revue assez rapidement les joueurs du banc. Ouais, pourquoi rapidement? Bah tout simplement parce que Tom Thibodeau les a utilisés rapidement. Mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Donc voilà, on va donner un petit peu notre appréciation. J'essaye de basculer sur les infos qui vont bien. Est-ce que mon PC va rendre l'âme à l'issue de... Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'on va exploser à une supernova en direct? Ah, une supernova de PC. Est-ce que cet épisode va pouvoir finir en ligne? Je ne sais pas, j'espère en tout cas. Dommage pour nos caméras, mais bon, vous nous reverrez à la rentrée encore plus bronzé que je ne le suis avec sûrement un nouveau PC, parce que la canicule sera passée par là. On va parler maintenant des joueurs du banc, et il y a un joueur qu'on attendait en sortie de banc. La clavicule. La clavicule? Ah, la clavicule, pardon, j'avais pas la bague. Excuse-moi. Que disais-je? Oui, en sortie de banc, on attendait un certain Deuce McBride, Miles McBride pour l'état civil, qui devait endosser ce rôle de 6e homme. Bon. McBride, en termes de stats, c'est en playoff, on parlera des playoffs après. En saison régulière, c'est 64 matchs. 10 en tant que starter, à peu près 25 minutes de temps de jeu, donc un temps de jeu quand même relativement significatif. On a beaucoup parlé des minutes, et McBride avait quand même en sortie de banc presque 25 minutes, c'est plutôt honorable. En production offensive, par contre, c'est un petit peu en dessous des 10 points en sortie de banc, on est à 9,5. On en avait parlé sur quelques épisodes en disant « il y a tant de matchs où McBride est à plus de 10 points, les Knicks gagnent, quand il est en dessous, c'est compliqué. » Et ben voilà, en régulière, ça a été plutôt compliqué parce que sous les 10 points,
Et quelques matchs de loupés quand même, hein. Des blessures. Malheureusement, est-ce que le costume n'était pas un peu trop grand pour McBride cette saison? En termes de passes, on est 2,9 passes. On n'est pas non plus dans le plus gros des créateurs une fois qu'il est sur le terrain. En termes de rebond, pas très grand, donc 2,5. En termes Ouais. d'interception, on est à une interception. Donc oui, on a un profil défensif qui arrive quand même à faire une interception par soir en passant presque 2 fois moins de temps sur le parquet que Michael Bridges. Bon, voilà, ça c'est dit. En playoff, bah, McBride, est-ce que c'était toujours le 6e homme? Oui, quoique. Sur la fin, c'est plutôt Josh Hart qui a pris cette place-là. Sur la série face aux Pacers, on a 18 matchs. On a un temps de jeu qui a diminué pour McBride en playoff. On est un peu en dessous des 19 minutes. Et forcément, la production statistique aussi s'est fait ressentir. Ça descend en dessous des 6 points par match. On est 5,8. Je vais vous passer les autres stats. De toute façon, voilà. Sur McBride, l'appréciation, elle va être un petit peu compliquée. Ah, ouais. On va peut-être être sévère. Je sais pas ce que tu veux rajouter sur McBride. Est-ce qu'on attendait beaucoup? Est-ce qu'on attendait trop de McBride? Non, C'est un compta pas cher, mais voilà quoi. euh, on attendait trop peut-être parce que ben, il avait ce rôle de 6e homme, quoi. Donc Est-ce qu'on est sur on un joueur qui est attendait dans une que discussion de production 6e homme de l'année? On offensive en est loin tout quoi. autre. On en est loin. Il y a Non, 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 non. C'est un mec qui doit avoir une place dans une rotation parce que il amène quelque chose. Que quand il est en veine, il met des gros 3 et machin. Maintenant, c'est un mec qui manque de pénétration, qui manque de drive, qui manque. Euh, Moi, au tout début, sur sa saison rookie, j'avais de gros espoirs sur son jeu de passe, son playmaking. Et en fait, au fur et à mesure, son playmaking a complètement disparu. Et puis désormais, c'est devenu limite un spot-up shooter. Je pense Il que a c'est plus un été mec qui doit être utilisé. 7e option. Ouais. Il a plus été Mais utilisé sur un poste 2 que sur un poste 1 tout de même. On l'a plus vu dans un usage en relais Oui, non, mais de bien sûr. Mikal. Donc, ouais, plus Mais, une création pour lui que pour les autres quoi. Oui, mais c'est pas parce qu'il est poste 1 que c'est un playmaker. Et j'ai trouvé là-dessus que je trouve qu'il y avait une certaine régression dans sa lecture du jeu. Ouais. Voilà, ouais, non. C'est pas un mec qui doit être 6e homme, quoi. On est d'accord. Allez, la caméra est revenue. Je vais pouvoir, moi, faire mon reveal d'Ardoise. Toi, de ton côté, du coup, avant que je révèle mes notes, et je crois qu'elles sont sévères Ah, hein, pour le pauvre. Alors, Toi, t'as mis quoi en alors régulière? T'as mis quoi en playoff? après, après, faut voir aussi ce qu'on attend de lui. C'est ça. Je Qu'est-ce qu'on dirais attendait en d'un régulière, joueur qui devait être 6e homme? je dirais un B en régulière. Et je mettrais un C. Passer moins, ça serait vraiment dur. Parce qu'il fait quand même des choses. Même si l'année dernière, je l'avais vraiment trouvé bon contre Philadelphie. Là, il n'y a pas vraiment eu de match ou de série où on fait waouh, Ice McBride énorme. Donc, je dirais un B. Ouais, B en régulière. Et C en playoff. Ah ouais! Moi, je suis. Bim! Moi, je suis. Ah ouais, j'ai été déçu par sa saison. Sa saison régulière, j'ai mis un C pour Miles McBride. Bah ouais, parce que ce costume était trop grand, il y a eu de la blessure. Et finalement, moi, j'ai pas. Même si, voilà, c'est un joueur qui est payé relativement peu cher, qui apporte sa défense, certes, mais voilà. Et en playoff, bah ouais, son temps de jeu a diminué, il n'a pas su exister. Il n'a pas su apporter ce que j'attends, moi, d'un joueur en sortie de banc type 6e homme, c'est cette étincelle offensive qui fait la différence, qui vient faire un petit peu le côté, l'étincelle, qui vient chambouler le schéma établi par les équipes adverses. En playoff, il n'y a pas eu du tout ça, quoi. Donc oui, parfois il a été privilégié, il a été priorisé par rapport à un Michael Bridges qui n'était pas bien sur certaines fins de match pour son apport défensif. Mais c'était faiblard offensivement, donc ouais. Pour exister en sortie de banc, la défense c'est pas suffisant quoi, malheureusement. Quoi. Donc voilà, je suis sévère, mais j'ai été déçu de la saison de Deuce. Ça veut pas dire que je veux le voir partir. Franchement, un contrat pas cher, mais 6e homme c'est trop. 7, 8e option,
peut-être 9ème option, ça va dépendre. Il est pas très grand, il est rapide, Ouais, il monte voilà. haut parfois. Mais voilà, Un avec mec, une association avec JB, je sais pas. J'ai pas été convaincu. Non, un désolé, mec à désolé, 10, Miles. 10-15 minutes, 10-15 minutes et 17 quand vraiment il est en feu, mais pas plus. C'est pas un mec. C'est pas Bah, un mec à 25 20, minutes en 22, 23 régulière, minutes. Bon, c'était trop, quoi. C'était trop par rapport au rendement, quoi. C'était trop par rapport au rendement. Alors ouais. après, la défense, ça se mesure pas toujours dans les stats, mais quand même. Bon, on va C'est un enchaîner. mec qui se dépasse. Enchaînons. On va parler d'un autre joueur du backcourt. Ouais, On va parler ouais. de Campaign. Campaign qui était l'officiel backup Oh. de Jalen Brunson. C'est pas forcément lui que certains attendaient. Certains attendaient plutôt un Tyler Kolek. Bon, bah là, il y a eu priorité à l'expérience. Il y a eu priorité à la, comment dire... ouais, on va mettre ça. Même si c'est sévère aussi encore. Priorité à l'expérience. J'ai pas encore révélé, mais... Ouais, non, c'est peut-être un peu sévère. Allez, je vais me rajouter un truc parce qu'il y a eu un moment. Ouais, juste après Z, il y a rien. Non, quand même pas. Campaign, voilà, qui a apporté son expérience, son côté je shoot de loin avec mon shoot un peu bizarre. Voilà, c'était ce côté un peu, justement, en sortie de banc, un peu feu follet. Là, on n'est clairement pas dans le playmaking non plus. Il joue pour lui avant de jouer pour les autres. Là, c'est un peu plus dommage parce qu'on est sur un poste 1. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'on peut attendre d'un meneur backup sortie de banc? Campaign, en termes de stats cette saison, c'est... alors, pas en playoff, on va revenir sur la régulière. Sur la régulière, on est un joueur qui a joué 72 matchs, 5 en tant que titulaire, 15 minutes de moyenne. C'est pas un gros temps de jeu en sortie de banc, mais en même temps, il restait pas beaucoup de minutes non plus derrière notre ami Jalen Brunson. On est sur un 6,9 points, 7 points, pas foufou. Et à la passe, bah, clairement pas foufou non plus, on est à 2,8. Ceci dit, il passe autant quasiment que McBride. Ceci dit, c'est aussi un poste 1, là où McBride jouait plutôt sur le poste 2. Les rebonds, il n'y en a pas beaucoup. Les turnovers non plus. Bon, tant mieux. Les interceptions, 0,5. Et en playoff, bah voilà, le temps de jeu a forcément diminué parce que le temps de jeu de notre ami Brunson a augmenté. Et puis Campaign, pardon, lapsus peut-être, lui s'est vu collectionner les DNP en fin de série face aux Pacers. Il n'y a que 14 matchs de playoff, là où le reste de l'effectif en a fait, le reste de la rotation à 7, dont McBride ont joué les 18. Campaign, il a été dépriorisé au profit du coup de Josh Hart et de McBride. C'est seulement 7,3 minutes en playoff. C'est très très peu. Là où on pouvait s'attendre à avoir ce joueur en playoff qu'on aime bien avoir dans l'effectif, bah non, finalement, on comptait plus sur lui. Ceci dit, donc ça fait 2,1 points de moyenne, ou anecdotique. Il y a eu ce petit coup de chaud quand même. Dans la série, c'était face aux Pistons, hein, je dis pas de bêtises. Il a fait son campaign game, pas facile à dire, campaign game. Au match 1, et après c'était tout. Donc est-ce que ça suffit pour mettre une bonne note? Bon. Non, je vais revoir ma notation. Je déroule mon argumentaire, je déroule un peu sa rétrospective de saison et ça me fait voir la note. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de campaign? Du bien, du mal, rien? Non, bah, Campaign, je pense qu'on l'aurait pu. Je pense qu'on aurait. On lui a pas donné ça. On a été assez intransigeant avec lui, notamment en playoff. Il a fait un super match sur le game 1. Et derrière, il se rate sur un carton. Et puis, bisous, c'est fini. Comme tu dis, est-ce que c'est un peu compliqué de noter là-dessus, hein, donc, le mec n'a pas eu droit à l'erreur une seule fois. Après, en saison régulière, il a fait du campaign. Par moments, c'était bien, par moments c'était pas bien. Par moments il nous a gonflé, par moments on s'est dit waouh, d'un coup il nous met 2-3 points qui nous remettent dans le match ou qui change le momentum. Donc c'est un joueur qui laisse pas indifférent. Je pense qu'il aurait mérité un peu plus, un tout petit peu plus de tests en playoff. Voilà, moi je suis resté sur ma fin vraiment sur les playoffs. C'est-à-dire qu'il fait ce bon game, il fait un premier quart où il rate 3 shoots et puis on lui dit merci. Là où en fait McBride on a été plus clément avec lui. Voilà, donc il avait ce passage, il avait cette session du passage en force, d'arriver. Je pensais que ça allait être un mec justement en playoff qu'il allait être plus important dans le sens où à choter dans l'oreille, à faire déboulonner les mecs.
Est-ce qu'on l'a bien utilisé? Je sais pas. Est-ce que c'était la bonne utilisation? Je sais pas. Mais Campaign, voilà, ça restera pas un joueur emblématique des Knicks. Est-ce que ça Voilà, restera j'ai un joueur des Knicks? pas plus à dire que ça. Est-ce que ça restera un Je joueur des pense Knicks? pas. 30 ans, c'est pas certain. Surtout, alors, bon, on a changé de coach. Est-ce que le nouveau coach aura envie de conserver Campaign? À voir. À voir, mais il y a peut-être autre Bah. chose sur le marché. Allez, en termes de notes, avant que je retourne ma tablette, Ouais. toi, quelles sont tes notes? Alors, sur mes notes, je mettrais un C+. Ouais, passer ou C-, ça serait dur. C+. C+, ça file la moyenne, 9-10. Et en playoff, un D, on peut rien donner de plus en playoff, on peut rien donner de plus. Bah, écoute, moi je suis parti sur un B en régulière et un C+. J'ai hésité à mettre le plus ou pas mettre le plus. C'est ce campaign game, voilà. Et comme tu l'as dit, il y a peut-être un côté, on a été sévère avec lui en playoff. Il aurait pu essayer d'apporter quelque chose de différent en relais de Brunson. On a beaucoup insisté sur Brunson, normal, mais par moment, un petit campaign aurait pu permettre de soulager JB. Je dis pas que JB était cramé en playoff et que si les Knicks se font éliminer, c'est parce que JB est cramé. Non, clairement pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure. OG s'est lancé en playoff là. Il nous coûte un match face aux Pacers. Il nous coûte un match qui coûte très très cher sur la finale de conférence. Et ça là-dessus, toujours pas passé. Bref, revenons à Campaign. Bah, Campaign, c'était une doublure, pas beaucoup de temps de jeu, de l'expérience. Alors ouais, peut-être qu'il a piqué la place de Kolek. Ceci dit, il avait quelques attitudes défensives peut-être supérieures qui lui ont permis d'avoir cette place pendant tout le long de la saison, cette expérience. Mais malheureusement, on s'en est pas servi là où on leur été le plus utile, à savoir en playoff. Donc est-ce que c'est complètement de sa faute? Sur 3 tours de playoff, on aurait peut-être pu l'utiliser un peu plus. Là-dessus, Tom Thibodeau, c'est pas cool. C'est pas cool parce que tu t'en sers pendant toute la régulière. La régulière, c'est fait pour te préparer les playoffs. Et je comprends pas le peu d'utilisation, le peu d'alternance avec Campaign. Je dis pas qu'il fallait lui donner 20 minutes par soir. Mais voilà, on est à 7 minutes et une disparition sur la fin de ce run de playoff. C'était pas compréhensible. Il y avait du TJ McConnell qui était casse-pied, pour pas dire autre chose. Pourquoi pas mettre ce campaign qui a ce même type de profil un peu compliqué à défendre. Oui, tu peux passer à côté de certains matchs, de certains soirs d'adresse, mais ne pas le tenter, c'est pas mieux non plus, quoi. Donc voilà, j'ai pas. C'est dur, quoi. C'est dur. C'était dur. Bon voilà, un C+, parce qu'il y a ce campaign game au tout début. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit C+. Bon, sinon un C, c'était pas mal. Allez, on enchaîne. Qui on avait sur ce banc? Bah, on va enchaîner Mitch après. Gardons-le pour après. Il a mis du temps à venir dans la saison. Il doit mettre du temps à venir pour... Shamet. Eh ben, on va parler... Voilà, Shamet. Landry Shamet. Alors, lui aussi, Oh a mis là du là, temps bah lui aussi, à il fait revenir. tard, hein. Mais moins tard que Mitch, tout de même. Landry Shamet, bah, il a joué en playoff aussi, hein, Landry Shamet, par moment, puis par moment non. Et Dire puis voilà. Shamet, hein. Landry Shamet, c'est 50 matchs cette saison. Là où Mitch, c'est 17. Donc voilà, il y a quand même eu un retard à l'allumage beaucoup plus long pour Mitch. Hein. Mitch s'est fait attendre, et c'est peut-être aussi des choses qui jouent dans l'appréciation globale. Landry Shamet, 50 matchs, aucun en tant que starter, 15 minutes à peu près de moyenne par match. Un rôle peut-être un peu à contre-emploi. Est-ce que c'était un ailier, wow. Un joueur de l'allié. Un ailier, 5,7 points par soir, 15 minutes, des pourcentages au shoot, pas non plus foufou. On a un 39% à 3 points, si ça c'est plutôt bien, mais voilà, avec une faible utilisation, à peine 3 tirs à 3 points pris par soir. En même temps, en 15 minutes, bah, il faut dégainer vite. Mais un profil qui est peut-être sous-dimensionné pour un poste 3, une utilisation en tant que poste 3, parce qu'il était souvent associé dans cette seconde unit avec du Campaign, du McBride, donc on était déjà sur des profils petits, et là on rajoute un Shamet, qui était peut-être sur le papier un bon shooter, mais plus au poste 2, donc voilà, ça m'a embêté, ça m'a dérangé. Les Knicks ont patienté, parce qu'on se rappelle, il était blessé, il s'est blessé lors des matchs de pré-saison. Et Léon Rose et compagnie ont attendu, auraient pu le remercier et puis aller chercher quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'était une bonne idée? Bah, on peut se demander. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de Shamet? Est-ce que c'est pareil? C'est un Knicks qui aura marqué son histoire, son passage? Pas vraiment. Hein. On cherchait un artilleur, un sniper. C'est pas du Dante DiVincenzo.
C'est pas non plus la même niaque en défense. Ça prenait souvent le vent. Ouais, compliqué Landry Shamet, quoi. Compliqué. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Pas plus à dire. Bon, on fait les notes alors. Plus à dire, ce devait être un artilleur en sortie de banc. C'est ce qu'il a essayé d'être. À des degrés de réussite. Est-ce qu'on aurait pu mieux l'utiliser, moins bien l'utiliser Chamet, ouais. Voilà quoi. Pas plus à dire. On n'a pas parlé de ses stats en playoff. Il joue 11 matchs quand même. Il est à 2,4 points de moyenne. 7 minutes. Voilà. Pas plus à dire non plus. Allez, petit reveal des notes de ton côté. Qu'est-ce qu'on peut mettre à un Chamet en régulière et en playoff? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Pareil, je dirais c'est moins aidé quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on attendait de lui? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Pas grand-chose. Je suis un C sur un régulière et un C- en playoff. On est un petit peu sur le même registre. En playoff, c'est pas fou. Et c'est plutôt en baisse. Et puis en régulière, bah, on l'attendait quand même, puisqu'on l'a gardé, on lui a gardé un spot. Et est-ce qu'il a fait preuve de bon rendement, le rapport qualité-prix? Bah non. Moi, à un moment, je me suis demandé, enfin, j'en ai souvent parlé, pourquoi est-ce qu'on ne tente pas un TJ Warren qui refait un petit peu ses gammes en G-League? C'est que de la G-League, mais quand même. Ben non, on a insisté sur Landry. Bon, passons. Landry, peut-être que lui aussi, c'est fini. Allez, avant de parler de Mitch, bah ouais, encore. Precious Achiuwa. Precious qui était déjà présent la saison dernière, Precious, hein, on commence à le connaître. Precious, c'est 57 matchs en régulière, 10 en tant que starter, et oui. Il a un peu plus de contribution en nombre de matchs. 25 ans, Precious. Hein. Ah ouais, 25 ans, je croyais qu'il était plus vieux que ça, moi. Precious Achiuwa qui était sur un poste de pivot backup. Hein. C'était la doublure à un moment de Karl Anthony Towns quand Jericho Sims est parti. Je vous rassure, on ne parlera pas de Jericho Sims, parce que voilà, il est parti et qu'il n'y avait vraiment rien à dire sur Jericho Sims. Mais sur Precious, bah, c'est 6 points de moyenne. Ah bah ouais, je sais que t'attendais cette émission pour vider ton sac sur Jericho, mais non. il faut qu'on décrème un peu. Et il reste pas beaucoup de crème dans Jericho Sims. Donc ouais, 6 points par match, 5,6 de rebond. Voilà, une présence au rebond, une sorte de rim protecteur, mais pas très grand. Une vingtaine de minutes pour ces matchs où il a pu contribuer. Bon, bah voilà, on était clairement sur la doublure de Karl Anthony Towns lorsque Precious était en forme. En playoff, c'est plus compliqué pour Precious. Beaucoup plus compliqué. Que 8 matchs joués, 4,3 minutes. Je vous parlerai pas de ses points ni de ses rebonds parce que voilà, on a tout dit quand on a dit qu'il y a eu que 8 matchs et qu'il y a eu 4 minutes de temps de jeu. Bah oui, Mitch est revenu et Precious a disparu, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La doublure de 4. Puis quand Mitch a été mis dans le 5, eh ben, il n'y avait encore même pas plus de place pour Precious. Donc Precious, qu'est-ce que tu as éventuellement rajouté pour sa défense? Alors ce que j'ai rajouté, c'est une toute petite anecdote. C'est, tu sais, souvent après les drafts, tu as toujours les mêmes personnes, les mêmes comptes ou les mêmes émissions. Tu sais, ouais. Tu sais, qui te dit qui a gagné, qui a pas gagné, les gagnants du premier tour, enfin, les gagnants, les perdants de la draft et tout ça. Et en fait, je me suis amusé à regarder dernièrement les vidéos de Trash Talk sur les drafts d'il y a 4-5 ans. Parce que comme on dit, une draft, ça se juge au bout de 4 ans, justement à la fin des contrats rookies. C'est là qu'on voit qui performe, qui ne performe pas et qui finalement a gagné, qui n'a pas gagné à la draft. Et donc j'ai regardé ça et donc j'ai regardé qui avait gagné avec la draft 2020. Et notamment Precious Achiuwa se fait drafter à ce moment-là. Et Bastien est hyper dithyrambique vis-à-vis de lui, en mode oh là là, Precious Achiuwa, ça c'est vraiment le joueur qui va être bien formé par Miami, pour le futur ça va être énorme, avec son association avec Bam, quand Bam va sortir, ça sera Precious, il faudra pas s'étonner si c'est un mec qui tourne en 14-10 de moyenne et tout ça. Bon, force est de... Vous voyez, donc en fait ce que je veux dire par là, beaucoup d'attentes, belle hype. Ne soyez pas, après une draft, trop dans l'émotion de se dire c'est génial, on a fait le style ou c'est génial, on a gagné.
ou alors, ou alors, en sens inverse, c'est qui ce mec, c'est une trumbine, il est nul, machin, tout ça. Il faut attendre avant de voir. Et là, tu constates que finalement, 5 ans après, qu'est devenu Precious Achiuwa, un mec de fin de rotation. Après Miami, il est parti à Toronto. Toronto, Une seule saison à Miami. Avec Koji. Une seule saison à Miami. Ouais, une seule saison. Et donc, au final, ce mec-là, je dis pas qu'il ne peut pas avoir un rôle différent, mais je dis que ça va pas être un mec qui va tourner en saison régulière en 15 points, 10 rebonds. Non, il n'a pas pu le faire, et malgré les voilà, équipes où il aurait pu... Je pense que ça peut être... Oui, et voilà. Donc, c'est pour ça, restons calmes sur les drafts. Voilà, et moi, ça m'avait fait rire parce que justement, quand je voyais Bastien parler de Precious, tu vois, en mode, oh là là, Precious, ça va être incroyable à Miami. Bon, ça a été incroyable, peut-être en Summer League. Et drafté à la fin du premier tour en 20e position, hein, donc c'était une belle draft tout de même pour lui. Ouais. Mais voilà, depuis, est-ce qu'il a montré quelque chose? Il est toujours dans la ligue et c'est déjà beaucoup. Il y a pas mal de joueurs qui disparaissent bon, en bref, 3-4 saisons. Tout ça pour dire que... Ouais, non, mais tout ça pour dire que cette saison, est-ce qu'on aurait pu l'utiliser différemment? Peut-être. C'est quelqu'un qui, en tout cas, amène toujours quelque chose sur le parquet. Il amène de l'énergie. Il répond toujours présent. L'année dernière, on se rappelle, en playoff contre Philadelphie, quand il est utilisé, quand il rentre sur le parquet à la place de Mitchell Robinson, et ben, il se montre précieux. Précieux se montrait précieux avec Koji quand ils ont tourné sur Embiid. Donc, c'est un mec... Peut-être qu'on n'a pas utilisé assez, peut-être qu'on l'a utilisé à contre-emploi. Je pense pas que ce soit un 4, un 5 un peu sous-dimensionné, mais tout le monde est assez élogieux sur un mec comme Isaiah Stewart. Je pense que Precious Achiuwa n'a rien forcément à lui envier. Donc Precious Achiuwa, ouais, c'est un mec, je pense, important qui peut avoir vraiment une place dans une rotation. C'est quelqu'un qui peut t'amener quand même un petit quelque chose en sortant du banc. Pour cette année au Knicks, ça reste quand même relativement des bouts de match. Tiens, vas-y, prends un peu et puis tout va bien se passer pour toi. Donc finalement, c'est qu'est-ce qu'il mérite comme note? Je vais la révéler. Qu'est-ce qu'il mérite comme note sur cette saison? Bah, il mérite comme note un C+. Et en playoff, il a pas joué, donc je le note pas en playoff. Il est rentré quasiment pas. Donc il n'y a pas de note en playoff. Et un C+. Bah écoute, parce que je devais mettre une note en playoff, moi j'ai mis un D en playoff parce que il a disparu et voilà, ça c'est embêtant. Après, est-ce que c'est de son seul fait? Clairement pas, mais bon. Et oui, j'ai mis un C en régulière. Precious, moi je l'attendais plus comme un backup d'OG en fait. Et on l'a vu comme un backup de 4. Alors après, c'est faute de Mitch qui était pas là, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Mais quand Jericho Sims était là, bon, même si Precious aussi a eu de la blessure, hein, on a eu qu'une cinquantaine de matchs, il y a eu du DNP, mais il y a eu de la blessure aussi. Ouais, mais c'est pas lui qui décide après ça. Mais voilà, son utilisation n'était pas à côté de Kat, était plutôt en remplacement de Kat. Alors oui, Kat, fallait qu'il souffle, il a soufflé, on l'a bien géré en termes de minutes. Mais voilà, ouais, je m'attendais... Il avait re-signé, il avait tardé avant de se re-signer. Je pense que aussi là, c'était la saison de trop pour Precious. Est-ce qu'il va réussir à trouver une place dans la ligue? À quel niveau? Quel montant? Quel temps de jeu? C'est pas évident. Il ressort pas gagnant de cette saison en tout cas. Allez, on en a parlé, on disait qu'on l'attendait. Mitchell Robinson, je pense qu'on va finir notre review des joueurs du banc avec lui. Mitchell Robinson, blessure en playoff face à un certain Joel Embiid, le Camerounais franco-américano. Hein. Mitchell Robinson, du coup, c'est 17 matchs joués en saison, c'est pas beaucoup. Forcément, la blessure, il a fallu un certain temps pour revenir. Il n'y avait pas de back-to-back en plus de possible sur les matchs de fin de saison régulière. C'est 17 minutes de temps de jeu en sortie de banc, même s'il y a eu 3 matchs en tant que starter. Ouais, quand même. Quand même, en fin de saison régulière, il y a un moment, il a réussi à se glisser, à retrouver son poste de starter. C'est 5 points de moyenne. Bon, Mitchell Robinson, on n'a jamais eu un gros scoreur. Par contre, on avait un gros rebondeur. Alors, sur un temps de jeu de 17 minutes, c'est pas évident d'aller en prendre beaucoup, mais il a réussi quand même à se terminer avec 5,9 rebonds de moyenne sur cette presque vingtaine de matchs joués. On est sur un contreur, on est
sur de la rim protection, ça on le sait, 1,1 bloc par soir. Les fautes, c'était un peu moins le problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Et puis Mitchell Robinson, bah, là où on l'attendait, et pourquoi aussi son retour a peut-être été patient, n'a pas été précipité, c'est parce qu'on l'attendait en playoff. En playoff, eh bien, on a retrouvé un Mitchell Robinson sur les 18 matchs, il a pu jouer l'entièreté de la campagne de playoff, il en a fait 4 aussi en tant que starter sur la fin dans la série face aux Pacers, on le rappelle. On a un temps de jeu qui là pour le coup a monté, on a 20,6 minutes par soir. La production au scoring, bah non, elle a baissé elle par contre un peu, 4,7 points par soir, on est sur des paniers en finition sous le cercle. On est sur du rebond, 7,1 rebond. Et en contre, on est à 0,8. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes registres de stats en termes de stats défensives. Mitchell Robinson, je vais te laisser le début de l'appréciation. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa saison de Mitch. Sur le peu qu'on a pu le voir. Ouais, on s'attendait... On s'attendait à une période justement de retour, d'adaptation à la compétition, et ensuite d'une intégration au fur et à mesure dans le 5 et d'une association avec Anthony Towns. On s'imaginait tout ça en mode on va refaire un peu la formule qui avait marché à Minnesota entre Gobert et Towns. Bon, au final, c'était pas du tout dans l'esprit de Tom Thibodeau, qui ne les voyait pas jouer ensemble, mais qui les voyait donc un titulaire et l'autre backup. C'est comme ça que ça s'est déroulé. On a vu une association... il nous a fait espérer une association en plus, hein, ce con-là. Il nous en a vraiment, on y a cru qu'à un moment donné, il allait vraiment. On l'a eu sur la fin. Ce qu'il n'a pas fait, ou alors vraiment sur quelques minutes, jeté en début de second quart comme ça, voilà. Et puis à la fin, c'était vraiment le va-tout. Allez, on teste, on tente, on jette comme ça. Donc cette association avec Kat a tardé à venir, elle est quasiment jamais venue, hein, c'est pas pour le peu qu'on a eu. Pas parce qu'il a été titulaire, après finalement, quand il a été titulaire, Mitch Hart a eu encore plus de temps de jeu qu'avant, donc ça voulait absolument rien dire. Donc cette association n'est pas venue, Mitch a fait du Mitch, je l'ai trouvé pas mal. En playoff, je l'ai trouvé pas mal pour les minutes qu'on lui a données. Sans ça, moi je trouve qu'on est un petit peu dur, la fanbase est un peu dure avec Mitch, parce que il amène de la défense, il amène du rebond, il amène une dissuasion. C'est un pendant à Karl Anthony Towns, tu peux arriver à les associer les deux. Donc pourquoi le trade? Son contrat est encore bon. Voilà, c'est vrai qu'il a ce côté blessure, il a ce côté fragile. Est-ce que l'année prochaine il va se reblesser? Rien n'est dit. Voilà. Donc pour moi, mes notes fin de saison régulière, tu dis 17 matchs, compliqué de noter, ouais. Mais je vais quand même m'y risquer en disant voilà un petit C+, et un petit B- en playoff, une augmentation. Voilà. Ok. Bon, c'est marrant parce que là pour le coup, alors est-ce que voilà, moi je suis sur un C en régulière et un C+ en playoff. Je note un. Ouais, une augmentation, pareil. Une augmentation aussi. Alors bon, c'est très subtil. Hein. Pourquoi C en régulière? Bah son retour qui a été très long. Alors est-ce que c'est de son fait unique? Non, pas forcément. Après les back-to-back qui pouvaient pas jouer, bah ouais, voilà. Mais voilà, Mitch, est-ce que, enfin, on le sait, il y a pas non plus une marge de développement énorme, comme pour Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, c'est peut-être un bon attaquant, ça sera jamais un super défenseur. On lui demandera de faire les minima. L'association qu'on voulait, qu'on espérait, qui a mis du temps à pointer le bout de son nez, bah, on l'a vu surtout à la fin en playoff, un petit peu peut-être la dernière pièce à jeter en l'air. Est-ce qu'en playoff face aux Pacers, ça a été la solution? Pas spécialement, moi je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Est-ce que pour autant, si on l'avait pu la faire plus tôt, est-ce que ça aurait changé des choses? On n'en sait rien. Malheureusement, on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas rejouer la saison, on ne peut pas rejouer les playoffs, on ne peut pas rejouer cette finale de conf. Mais voilà, après, est-ce que Mitch, c'est un indéboulonnable d'Enix? Il est présent depuis longtemps, le coaching staff, ou le front office du moins, le connaît. Oui, son contrat n'est pas mauvais, donc en soi, il n'y a pas d'urgence à le bouger. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est pas un poste à libérer pour donner du temps de jeu à un certain Ariel Porti qui peut montrer à peu de choses près des choses équivalentes pour moins cher? Ça sera à voir, ça sera à voir. On avait un petit peu un empilement de joueurs intérieurs, on avait un petit peu un empilement de joueurs extérieurs, il nous manquait un peu des ailiers. C'est en ça où moi cette saison elle m'a frustré par rapport à l'équilibre de l'équipe et à l'équilibre du banc.
Mitchell Robinson qui a mis du temps à venir, on avait Precious, on avait du Jericho Sims, on avait du Ariel Porti, tout ça pour jouer 10-15 minutes derrière Karl Anthony Towns et ou OG Anunoby, et encore il n'y avait pas grand monde à jouer à la place d'OG Anunoby réellement en tant que backup identifié, ça faisait peut-être un petit peu trop. Là on a récupéré un James Nagy là, pour la Summer League, à voir, j'ai vraiment peu d'espoir pour lui. Mais voilà, est-ce que Mitch, il n'est pas arrivé le moment de lui dire au revoir? Léon Rose le souhaitait à l'été précédent en proposant à Minnesota. Minnesota n'avait pas forcément souhaité avoir un Mitchell Robinson, à voir. Oui, beaucoup de blessures. Malheureusement, cette saison, elle est courte. Est-ce que la saison prochaine, elle sera longue pour Mitch? À voir, à voir. En tout cas, on est sur un profil purement défensif. On sait que la connexion avec Jalen Brunson, elle n'est pas exceptionnelle avec ses postes 5, que ce soit des postes 5 offensifs comme des postes 5 défensifs. Bon, affaire à suivre pour Mitchell Robinson, mais moi je sens plutôt une fin si on doit chercher des marges de manœuvre à un moment donné. Je sens plutôt un sacrifice de Mitch pour essayer d'aller chercher quelque chose. Est-ce que cette saison lui aura permis de regagner de la valeur au regard des autres GM de la Ligue? Pas certain non plus. Affaire à suivre concernant Mitchell Robinson. Voilà, c'est tout pour nous pour les reviews. On va pas s'attarder sur des pas comme Dadier, qui ont très peu joué. Tyler Kolek, qui a très peu joué aussi. Qui d'autre? On avait Ariel Porti. Ceux-là, c'est des joueurs et des gens et des noms que l'on suivra plus lors de la Summer League de Las Vegas, qui arrive dans quelques semaines. C'est là où on pourra voir s'il y a un potentiel. Matt Ryan, on a tendance à l'oublier. Anton Watson, bah oui, lui encore plus on l'oublie. Jacob Topin, mais oui. Kevin McCullar, on en a parlé tout à l'heure. Et puis pour finir, non pas... On avait Dylan Wright qui a fait des choses plutôt intéressantes dans les peu de passages qu'il a pu avoir. Marjon Beauchamp. De bons pieds. Ouais, Marjon Beauchamp et PJ Tucker. Voilà, c'est peut-être des noms. Il y aura peut-être un banc complètement nouveau la saison prochaine. À voir qui restera. Il est méchant, monsieur Beauchamp. Il est méchant. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces joueurs du banc. Dites-nous en commentaire qui vous aimeriez revoir du banc de cette QV 2024-25 d'Enix. Il y a peut-être des joueurs que vous voulez absolument revoir et avec un rôle pourquoi pas à la hausse. D'autres peut-être avec un rôle qui va diminuer. Est-ce que Campaign vous voulez le revoir avec autant de minutes ou pas? Dites-nous ça en commentaire. Nous, on vous partage le calendrier connu de la Summer League de Las Vegas. Ça sera à suivre très prochainement sur les antennes de beIN Sport, peut-être, pour quelques bouts de match. Et surtout sur le League Pass, si vous l'avez encore. Voilà. En tout cas, nous, on sera là pour suivre cette Summer League. C'est toujours un petit peu particulier à suivre la Summer League. Mais voilà, il y a du pâté. Il y a du pâté au programme. Et puis des rookies français, un sophomore français. La pâté. À voir comment ça va jouer. Est-ce que Tyler Kolek va finir MVP? Est-ce qu'on va gagner le titre de champion de la Summer League? Est-ce qu'on va se faire sortir en finale contre les Pacers? On verra tout ça. Ça sera très prochainement sur nos écrans. Et c'est ainsi qu'on va terminer. Et là, pour une fois, la caméra elle remarche. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche jusqu'à la fin de la vidéo. Je ferai un coucou déjà d'avance à mon voisin du dessous qui est dans son petit mobil-home avec sa bouteille de rosé pamplemousse et d'huile d'olive. Voilà, à consommer avec modération, l'huile d'olive, surtout. On va vous souhaiter un super été. Avenix Week, Avenix Summer. Ça, l'été, j'espère qu'il fera pas trop chaud pour vous. Pensez à vous hydrater régulièrement. Pensez à respirer entre chaque take que vous prenez sur Twitter, sur l'Enix. En cas de grosse signature ou de coach, peut-être une émission spéciale, peut-être pour en parler, tu vois, si... Imaginons, Eric, contre tout... Eric Spoelstra arrive au Knicks, là. Évidemment qu'on fait une émission pour... Greg Popovich sort de sa retraite, il ne voulait pas, El Jefe, ne voulait pas être mis à la retraite comme Tony Parker avait été envoyé à Charlotte, et ben peut-être qu'il vient... Oh, le pauvre, la solo, le pauvre, non... Ouais, il a 107 ans... C'est un vieux Namek, il est increvable. La solo. On va lui souhaiter de passer un très bon été lui aussi. Il y aura l'Euro de basket, oui. Alors il n'y a pas de Français dans la sélection de Freddy Fotou, donc voilà. Il n'y a pas de Français, si, il y a des Français, mais il n'y a pas de Français au Knicks, vous m'avez compris. Il n'y a pas de Français dans la sélection de l'équipe de France. N'importe quoi. Je suis en surchauffe. Il n'y a pas de Français dans l'équipe de France. Comment on fait?
Bah du coup, on se fait sortir. Peut-être que ouais, peut-être que l'Euro, ça va être une drôle de campagne aussi, d'un point de vue international. Affaire à suivre. Enfin, je dis, il n'y a pas de Français. Oui, peut-être qu'il y aura un Gershon Yabusele qui débarque en tant que free agent, Onyx. Je sais pas, il peut se passer des choses. Ah, La free agency, ça arrive. S'il y a Léon. des moves que vous voulez voir, n'hésitez pas. Ouais, Léon, on se rappelle après, s'il te plaît. On se rappelle après, ouais. Laisse-nous tranquille là pour Gershon. Et puis voilà, ouais, une saison de plus de bouclée pour la KNF sur KNF TV. On est là sur les réseaux sociaux. Il y a eu un petit peu de renfort hein, sur Twitter, sur X. Vous devez le voir en ce moment. Il y a des sujets un petit peu différents. Il n'y a peut-être pas ma touche, mon ton, mon style. C'est pas grave. Mais en tout cas, on est là pour suivre ça par médias des réseaux sociaux interposés. Puis on va vous donner rendez-vous très très vite. Oui, on se garde l'opportunité de faire peut-être une vidéo un peu surprise dès lors qu'il y aura une grosse annonce qui va tomber. Une annonce de la KNF, pourquoi pas. Une grosse annonce d'Enix, pourquoi pas aussi. Hein. Donc on est à l'abri de rien en NBA, ça on le sait. Et puis c'était encore un plaisir. Et encore une fois, je te remercie Seb de nous avoir accompagnés toute cette saison sur tous ces épisodes. On est déjà à l'épisode 130 à la rentrée. Ça sera le 131 ou 32, on verra. Il y aura peut-être un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, un like, ce que vous voulez, une donation. En tout cas, on est ravis de parler d'Enix quasiment toutes les semaines avec vous. Les épisodes sont longs. Bah ouais, c'est la passion, c'est les bavards, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et même quand la technique nous fait un petit peu des coups, on arrive à durer aussi longtemps que ce qu'on n'a pas prévu, parce qu'on n'a jamais mis de timer à la fin de ces émissions. Voilà, merci encore une fois Seb, merci encore une fois à tous les auditeurs, téléspectateurs, followers, les membres de la commu, voilà. Et on vous donne rendez-vous très très vite pour la suite. Et puis en fait, voilà, l'année prochaine, c'est les finales et le titre. Donc il faudra être là. Donc mouillez-vous la nuque un petit peu. Ouais, c'est le titre, ouais. Les Knicks sont favoris pour... Bah ouais. En cette saison, personne à il y a eu autant de champions différents que ce qu'a eu David Stern en 30 saisons de mandat comme commissionneur. Il n'y a plus de dynastie, c'est fini, c'est l'alternance. Donc l'année prochaine, c'est pour nous. C'est pour nous. Allez, sur ce, Seb, un dernier mot. Voilà. Un dernier mot. Voilà, c'était un mot. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec le mot de Seb... Non, merci à tous, merci de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit en tout début, on est des humbles passionnés qui faisons on essaie de faire partager justement notre passion d'Enix. On n'a pas forcément des compétences en matière basketologique, peut-être toi plus que moi. Moi en tout cas j'ai que dalle, mais j'ai juste cette ferveur de regarder les matchs, cette ferveur d'aimer des joueurs, d'aimer des matchs, d'aimer des systèmes, d'aimer des coachs. Et puis il y a certains moments je comprends pas certaines décisions. Voilà, et puis d'autres je suis en mode ouah, ça doit être trop bien, et puis en fait ça n'a pas été comme l'année dernière. J'étais hyper hypé par Mika, et puis ça s'est pas passé comme je l'espérais. Voilà, donc après on peut nous attraper par le col en mode hey, pourquoi t'as dit ça une fois en octobre, t'avais dit c'est vrai que j'ai dit ça. Bon, aussi on dit des choses parce que il faut aussi qu'on puisse parler, on puisse sinon on donne des lignes de stats. Voilà, là tu vois, là je suis dans mon mobilhome de mon lieu de vacances. On fait ça, voilà, on fait ça par passion, on fait ça pour partager ce moment-là avec tout le monde. On n'est pas des pros. Et puis voilà, et puis ça nous fait plaisir d'avoir ces échanges des fois avec vous sur l'espace commentaire. Donc l'année prochaine, on reviendra en espérant d'avoir une équipe tout autant compétitive que cette année et en espérant que y ait la parade sur la 5e avenue et qu'il y ait des fuck triangles qui soient chantés à tue-tête par tout le monde. Ouais, parce que Boston ne sera pas dans la course, donc du coup, il n'y aura pas besoin de s'en prendre à Boston. On est d'accord. En plus, Trae Young, il récupère Kristaps Porzingis. Donc là, en termes de joueurs bienvenus au Garden, on a la dose, quoi. On aura la dose avec eux. Voilà, c'est ainsi qu'on va boucler ce 130e épisode. Donc très très bonnes vacances à toutes et à tous. Supportez les Knicks à Vegas pendant que ma caméra a de nouveau figé. Un beau sourire pour Seb, une tête de gogol pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on va finir.
Et on vous donne rendez-vous Wow. très vite sur la suite de cette aventure des Knickerbockers. Sur la route du titre. Voilà, bonnes vacances à vous. Ciao, ciao.